Monsieur, bonsoir. C'est encore un honneur et un bonheur de vous accompagner sur Info Télévision. Bienvenue au cœur de votre émission, Le Grand Soir. Comme à l'habituel, nous nous rassemblons dès 17 h sur ce même plateau pour échanger autour des sujets qui font l'actualité, tant au Cameroun que hors de nos frontières. Et l'actualité ne cesse d'être autour de l'assassinat de Martinez Zogo. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, on ne sait plus à quel sens se vouer entre manipulation, information, contre-information. L'opinion aujourd'hui instrumentalisée de part et d'autre. Pour quel objectif finalement? Ce sont les questions que nous avons envie de nous poser ce soir dans le cadre de cette enquête instruite par le président de la République qui semble aujourd'hui naviguer à contre-courant. On parlera également de la vie chère. Il faut dire qu'après les augmentations du coût du carburant, déjà bien avant, nous avons constaté cette chérité des produits de première nécessité sur le marché avec la venue de l'augmentation du coût du carburant et tout ce qu'on peut noter ces derniers jours comme le coût de transport. Le SMIC qui ne bouge pas d'un poil et qui aujourd'hui oppose encore les syndicats et bien entendu le gouvernement quant à la somme précise à adopter. Les Camerounais, eux, sont à l'agonie au milieu et ne savent plus à quel sens se vouer pour s'alimenter ou pour vivre un quotidien des plus décents. On en parlera également ce soir. Et bien sûr, pour échanger autour de ces thématiques, un panel trié comme à l'habitude sur le volet pour répondre à vos préoccupations. Un panel qu'on va retrouver juste après la transition. 6 99 13 50 75, c'est le code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. N'hésitez pas à en faire bon usage tout au long de cette émission. Je le rappelle, l'indice 237, c'est pour vous qui êtes hors de nos frontières. On le rappelle à toute fin utile, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun, c'est pour vous. Les amoureux des tabloïds, peu importe votre position géographique, vous avez l'opportunité et le bonheur d'être également connecté à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Je vais commencer ce soir par dire bonsoir à Madame Odile Yogo que je retrouve avec beaucoup de bonheur. Je sais qu'il y en a également qui ont demandé où est-ce qu'elle est, la maman, qu'est-ce qu'elle devient, la maman. Non, la maman, elle était là. Un petit recul pour mieux sauter. C'est un bonheur de l'accueillir ce soir. Une fois de plus, le crack représenté sur ce plateau. Bonsoir, la maman. C'est un bonheur de te retrouver. Oui, Rosalie, bonsoir. Je suis sortie de mon trou. Je suis sortie de mon trou. Vous savez, quand on a un choc comme celui qu'on a eu depuis le 22 janvier, on prend du recul, on accuse le coup, on se fait son petit deuil intérieur et puis on dit à un moment, bon, il faut sortir. On ne va pas rester éternellement renfermé à pleurer. Vous savez, le tout n'est pas de tomber, mais quand vous tombez, il faut pouvoir se relever. Bien sûr. Et donc, il fallait bien se relever. Et puis, j'ai dit, tiens, cela fait pratiquement un mois, jour pour jour, il faudrait que je réapparaisse et que je dise, je n'ai pas fini de faire le deuil, mais aujourd'hui, je peux revenir et dire, bon, la lutte continue. Mais Rosalie, je devais aussi sortir parce que demain, jour pour jour, c'est la date de départ de Bernard Dioga, le président fondateur du CRAC. Donc, vous imaginez comment toutes mes pensées vont vers Bernard Dioga. Et je dis, au nom du CRAC, à toute sa famille nucléaire, à toute la famille élargie, c'est que nous sommes ensemble, nous sommes toujours là. Il avait titré son dernier livre, Je continue. De là où il nous regarde, nous lui disons, nous continuons. Donc, aujourd'hui, j'aurais une pensée toute particulière pour Bernard Dionga, parce que demain, 21 février 2023, c'est depuis 2 ans qu'il est parti. Mais nous sommes ensemble. De toutes les façons, on n'est plus que jamais ensemble. Tant qu'on parlera de vie chère au Cameroun, qu'on le veuille ou non, on va se rappeler de lui. Oui. Il avait eu de très belles idées pour nous éviter ce qui nous arrive aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas pris au sérieux et on en paye le prix quelque part. Hein. Mais Rosalie, ce qui me fait plaisir, c'est-à-dire que dans ma retraite volontaire, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'en écoutant le président de la République le 10 février, je l'ai entendu dire à la jeunesse, allez faire l'agriculture. Je me suis dit, tiens, le président de la République, Paul Biya, a pris la carte du CRAC. Parce que c'est ce que le CRAC a toujours dit, développer le Cameroun par l'agriculture. Donc, vous voyez, souvent on dit petit parti, mais on inspire des grands hommes. Donc, vraiment, merci d'avoir demandé à la jeunesse de se tourner aussi vers l'agriculture. Cela veut dire qu'il faut souvent écouter les petits oiseaux qui crient sur les toits.
Malheureusement, une jeunesse qui ne comprend pas, puisqu'elle continue à se demander pourquoi les jeunes ne libèrent pas les bureaux pour les laisser s'y installer, aller faire l'agriculture. Mais ils attendent que ce soit cette jeunesse-là qui vienne plutôt faire l'agriculture. Et eux, les vieux, ils continuent de stagner dans les bureaux. Donc ça veut dire que le message, il ne passe pas. Non, le message ne passe pas, Rosalie, parce que ne regardons pas seulement l'agriculture au niveau de là-haut. L'agriculture, c'est toute une série de... Ils ne perçoivent pas, en fait, voilà. ce qui leur est demandé. Mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas valorisé l'agriculture. Moi, je sais que j'ai lancé un projet qui est les jardins d'école. Ça veut dire qu'à partir des écoles primaires, on pourrait faire des petits jardins, on cultive la salade, la tomate et tout, que les enfants apprennent à planter quelque chose et à voir la chose pousser. Parce que quand vous mettez une graine dans le sol et qu'elle rapporte un fruit, c'est le fruit de vos efforts. Mais quand dans la société, on ne vous apprend pas ces choses de base, vous passez par la facilité. Et puis, quand on regarde, tous ces gens sont dans le bureau. Mais quand ils sont tous dans le bureau, ils ont faim, ils ont envie de manger. Il faut bien que certains cultivent, il faut que d'autres industrialisent, il faut que d'autres transforment, il faut que ceci. Mais tout ceci, Rosalie, ce n'est que sous la bonne gouvernance, sous l'honnêteté et sous la moralisation. Donc, on va en parler tout à l'heure. Bien entendu. Mais merci de m'inviter parce que ça devenait long quand même. Et je dis aux téléspectateurs, vous m'avez manqué. Ah, rassure-toi, vous leur avez également manqué à ces téléspectateurs qui vous retrouvent avec beaucoup de bonheur ce soir. Le temps pour moi de dire... Et la maison Info TV aussi, hein, parce que vous précisez, ma maison mère, quoi. Depuis l'entrée, de toute façon, tout le monde a beaucoup de sourires à vous retrouver. Vous deveniez déjà comme un meuble chez nous, quoi. On s'était habitués qu'en poussant la porte, il est 16h30, on va trouver la maman Gary quelque part. Donc, du coup... Mais maintenant, on va reprendre, quoi. On va reprendre nos vieilles habitudes. Oui. Et c'est toujours un bonheur de recommencer un mariage réchauffé. Le début est souvent sucré. Bon, j'ai rien dit. Je vais me retourner vers l'honorable Étienne Soman, que j'accueille avec beaucoup de bonheur ce soir. Bonsoir, honorable. Je rappelle que vous êtes un militant cadre de l'Union des populations du Cameroun, qui, on espérait, aurait pu participer à cette élection sénatoriale, que finalement, c'est un résultat plutôt triste qui en ressort. Bienvenue. Merci, Rosalie. Permettez-moi d'abord de dire bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. Avec eux, j'ai déjà retrouvé mon élan, l'art de parler. Je pense que je retrouve cet art de parler que j'avais perdu quelque peu, parce que j'ai ceux que je pensais qu'ils sont mes amis à l'époque, quand eux ils étaient en difficulté, je leur accordais des interviews pour que leurs journaux puissent évoluer. Et depuis qu'ils ont des télévisions, des radios... Ils vous ont oublié. Ils m'ont complètement oublié. Mais je les ai même rencontrés au Grand Dialogue. Je leur ai dit, mais les amis, nous on était ensemble. C'est quoi, vous m'avez oublié? Ah non, ne parlez pas fort. Bon, moi, je ne parlais jamais fort, hein, mais je parle. Donc, je pense pour ma part que Info TV essaye, avec certains de ses invités, d'aller de l'avant, de poser des questions et nous essayons d'y répondre. Moi, j'ai entendu quelque chose là sur laquelle je vais y répondre avant de chuter. C'est que Mao Tse-tung disait à ces jeunes, il dit, prenez comme base l'agriculture et l'industrie comme facteur dominant. Regardez où se trouve la Chine. Prenez comme base l'agriculture et l'industrie comme facteur dominant. Il leur a dit ça. Ils ont pris comme base l'agriculture. Ce n'est pas parce qu'ils sont agriculteurs, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait des études. Mais ils leur disent, faites qu'à la base, vous avez l'agriculture. En haut, vous avez l'industrie. Et maintenant, la Chine, si ce n'est pas la seconde puissance, peut-être elle se dispute la première puissance avec les États-Unis d'Amérique. Moi, je pense que si nous prenons aussi comme base l'agriculture, une agriculture de deuxième génération. Et de deuxième génération, je pense que les jeunes vont aller de l'avant. J'étais ici la dernière fois et j'ai entendu un jeune qui était à mes côtés qui disait que les jeunes ne rêvent plus. Mais si les jeunes ne rêvent plus, ils sont morts. Tous les jeunes rêvent. Chacun dit, quand j'ai fait mes études, je vais devenir ingénieur. Quand j'ai fait mes études, je vais devenir docteur. Je vais devenir pharmacien. C'est le rêve. Ce que je demande à l'État, c'est d'encadrer ce rêve. C'est tout.
Oui, mais c'est un peu compréhensible aussi qu'il n'y ait plus beaucoup l'envie de rêver, puisque l'environnement ne leur laisse même pas l'occasion de fermer les yeux. Pour rêver, il faut dormir, honorable. Non, on n'a plus le temps de dormir. Et si tu n'as plus le temps de dormir, tu rêves comment dans ce pays? On ne dort plus. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu somnoles, même tu te réveilles, on a porté toutes tes chaussures. Je vais vous dire quelque chose. Avant, les jeunes qui allaient, quand on avait le premier baccalauréat, on les conduisait en France pour faire leurs études. Ouais. Et pour aller en France, Kodor me l'a dit. Et il l'a dit en plein meeting à l'hôtel du plateau. Que quand ils faisaient le premier baccalauréat, on changeait leur âge, on y enlevait 5 ans dans leur âge. Ouais. Pour qu'ils soient à peu près au même niveau d'âge avec les jeunes Français avec qui ils vont fréquenter. Il dit, nous tous, dans l'État encadrait les jeunes. On a trouvé un dispositif permettant de s'en sortir. Il dit, nous tous, je vais citer, y compris le chef d'État actuel. Donc, on leur enlevait 5 ans pour qu'ils soient au même niveau d'âge que les jeunes Français. Vous voulez dire qu'on fêtait 90 ans, en fait, c'est 95 ans qu'on devait... C'est pas moi qui ai dit, j'ai cité Kodor. D'accord. J'ai cité Kodor. Il dit, à nous tous, on nous enlevait 5 ans, y compris le chef d'État actuel. C'est pas moi qui ai dit, j'ai cité Kodor. Bon, donc, moi, ce que je veux surtout dire, c'est que l'État encadrait les jeunes. Ouais. Il les encadrait. Et le rêve des jeunes était encadré. C'est ce que je demande. Avant, tous les jeunes avaient une bourse. On avait une bourse. Ouais. Soit pour aller à l'extérieur. Moi, j'ai ma nièce qui est maintenant en France. Elle a eu une bourse quand elle a eu son bac. Elle est pharmacienne. Elle a un doctorat en biologie. Donc, c'est quand même quelqu'un qui... On voulait envoyer à Dakar, je l'ai fait venir en France. Donc, moi, je pense pour ma part, et c'est ça que je dis aux jeunes, si on vous dit d'aller de faire l'agriculture, c'est pas parce qu'on pense que vous n'avez pas fait des études, mais c'est la base du développement industriel. Et on a besoin de leur force. Voilà, on a besoin de leur énergie. De votre énergie pour aller de l'avant. Je crois qu'ils ont compris le message. Merci beaucoup. Alors finalement, vous dites que vous n'irez plus au sénatorial parce qu'on a rejeté toutes les requêtes. C'est dommage quand même, hein, parce que vous y croyez encore en cette constitution, en cette... vous disiez quoi, en cette démocratie? Vous croyez aux institutions? Non, je n'ai pas perdu espoir. Je sors du Conseil constitutionnel, là où je suis. Mais on a publié qu'on avait rejeté tous les recours. On a rejeté, vous savez, le droit a été prononcé au moins pour la première fois. Le Conseil constitutionnel a demandé à Elekam de reconsidérer les rejets de l'UPC. Parce que c'est pas légal code. À qualité d'investir tous les candidats de l'UPC. Bon, il a donc demandé au Conseil à Elekam de reconsidérer. Nous ne sommes pas perdus encore. Et je vous ai dit... L'élection, c'est le 12 mars, hein, ça se rapproche... Ça fait rien, je vais vous dire quelque chose. Là où nous sommes, nous avons présenté les dossiers à temps. Et si on demande à Elekam de reconsidérer nos listes, peut-être que. Mais il y a un autre problème important, c'est le problème d'argent. Mais ne croyez pas qu'on est perdu. Si le légal a qualité pour investir, il a aussi qualité pour retirer notre argent qui est à la banque, que la banque ne veut pas nous donner. Donc, s'il a qualité pour investir, il a aussi qualité pour retirer notre argent et nous permettre d'aller aux îles. Ce n'est pas perdu, vous n'avez pas... Peut-être que après le 12, vous saurez que Étienne Soman... Après le 12 mars, ouais. Vous verrez que Étienne Soman est sénateur du littoral. Ah d'accord. C'est pas grave. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Hein. Vous savez, j'aurais juste augmenté un peu la catégorie de mes amis. D'accord. D'accord. Si c'était, j'espère mes amis, parce que très souvent vous le disiez tout à l'heure, après on vous oublie facilement. Oui. Nous faisons un métier très ingrat et nous appartenons à un univers très hypocrite, où malheureusement, tant que vous êtes assis sur une branche où on a besoin de vous, vous voyez tout le monde tous les jours, et le jour où ce n'est plus le cas, on oublie radicalement jusqu'à votre nom. Je connais un qui est ministre aujourd'hui. Bon, il n'a pas encore oublié mon nom au moins, mais il y a tellement de rangs désormais pour le rencontrer que ça m'a découragé. Hein. J'ai dit, s'il connaît encore mon nom, il saura m'appeler quand il voudra.
Parce que quand il n'était pas ministre, on poussait sa voiture qui ne démarrait pas ensemble. Bon, Emmanuel Paco, il va se reconnaître de toutes les façons. Excellence, monsieur le ministre. La vie, elle est compliquée, hein. Ah ben oui, je me rappelle quand on l'a nommé, il m'a appelé, il dit Rosalie, c'est arrivé. Dès que t'es de passage à Yaoundé, descends seulement avec le Minkuta. Et après, il y avait l'orange. Allez, c'était juste pour sourire. Bonsoir Emmanuel Paco. Je le rappelle pour les téléspectateurs, vous avez un révérend, donc le révérend Emmanuel Paco, mais vous êtes également l'un des cadres du plan national de l'APEE. Vous êtes syndicaliste, vous représenterez la société civile ce soir. Je crois que je m'arrête d'abord là pour la liste, elle est très longue. La liste de vos casquettes, je vais m'arrêter là pour ce soir. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir mes co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Info TV dans le Cameroun et dans le monde. C'est encore une joie pour moi d'honorer à cette aimable invitation pour venir ensemble discuter de l'actualité et de nos avis multiformes, essayer d'étayer la compréhension de tous ceux qui nous suivent et qui nous font justement cette chaleur d'être toujours scotchés à leur écran chaque jour à 17h pour suivre le Grand Soir. Voilà, une fois que c'est dit, je vous propose tout de suite de rentrer dans notre première thématique ce soir. On parle donc de l'assassinat de Martinez Zogo. Je le disais à l'entame de cette émission, l'actualité, vous la suivez tous. Depuis la fin de semaine dernière, on assiste au bal des points de presse. Les avocats d'un côté, les autres sortent après pour contredire sur les plateaux. Ce sont les avocats et les conseils qui y sont reçus, chacun à sa manière. Je croyais que nous tous nous étions d'accord qu'il fallait attendre que le commissaire du gouvernement, qui à un moment donné prenait la suite de cette enquête, ce duo d'enquête entre le CED et la DGSN, qui était censé apporter les éléments et puis aller, comme ça s'est dessiné, vers le tribunal militaire, donc vers le commissaire du gouvernement, pour qu'on ait la suite. On s'accordait quand même de rester attentif et d'attendre la sortie du commissaire du gouvernement, comme on avait eu la sortie du SGPR au nom du président de la République qui avait commandé l'enquête pour nous dire qu'il y avait des interpellés, des retenus, des ceci. On attendait maintenant qu'on nous dise à quel niveau on se trouvait, que patatras. Maintenant, on a un peu de tout. Je ne sais pas par où je commence. On a un peu de tout. Ma mère, on commence ensemble. On a un peu de Mais, tout. Mais Rosalie, si je suis venu, on est même perdu. C'est pour pouvoir en parler. C'est vrai que j'ai quand même eu 3 bonnes semaines pour cogiter sur le sujet, pour écouter, pour regarder et pour essayer de comprendre. Déjà, la première chose, Rosalie, dans une situation normale, je ne sais pas dans quelle ville à l'étranger où un chien avait été écrasé, les populations sont sorties et le procureur de la République est venu expliquer pourquoi ce chien avait été écrasé. Je crois que la commune a même dû payer parce que la commune était impliquée, elle n'avait pas bien tracé par là où le chien devait traverser. Donc, cela veut dire que si on peut faire ça pour un chien, sortir un procureur de la République, je crois quand même que pour un être humain chez nous, on devrait. Aujourd'hui, chacun dit ce qu'il veut, chacun raconte ce qu'il veut. Tout le monde est devenu procureur de la République parce que le procureur de la République, depuis le début de cette affaire, n'a pas dit quelque chose. Et c'est parce que le procureur de la République, parce que moi je pensais que ce qu'on voit à travers les médias dans d'autres pays, quand il y a un événement, le procureur de la République vous dit quand même, telle chose s'est passée, nous avons suivi et nous vous tiendrons au courant. Le fait que le procureur de la République ne soit pas sorti, n'ait pas fait de déclaration pour rassurer ou informer, parce que c'est informer même seulement les populations, le premier juge de la nation, qui est le président de la République, il est sorti. Et ça, on peut dire que pourquoi c'est lui qui a l'enfant en main, mais il faut dire que c'est le premier magistrat de la République, donc il a le pouvoir de sortir et devenir le véritable procureur de la République à ce moment-là. Et pour cette affaire-là. Et je crois que c'est pour ça qu'il a donné ses consignes et c'est pour ça qu'il a demandé une enquête collégiale entre la DGSN et le CED. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Parce que je vais essayer de briefer rapidement. Bon, je ne suis pas venu depuis longtemps.
Rosalie l'a sorti, c'est-à-dire que cette lettre du président de la République sur haute instruction, moi, elle m'a fait plaisir parce qu'au moins, c'est déjà un geste qui apaise. De présenter les condoléances à la famille de Martinez Zogo, c'était quelque chose de bien. De présenter les condoléances aux journalistes, c'était quelque chose de bien. Et de dire dans cette lettre, je continue le combat et vous tous, Camerounais et Camerounaises, continuez à m'aider. Cela veut dire que lui, il n'a pas peur aussi. Il nous a dit, cette lutte contre la corruption, continuons-la ensemble. Donc déjà ce pan de la lettre du président, moi je trouve que c'était bien. Et comme je l'avais dit ici, Rosalie, quand on fait un siliaou, c'est-à-dire demander qu'est-ce que la mort est, quand il y a ce genre de sortie, quelqu'un vous dit, je lance une enquête, vous ne pouvez pas venir tous les jours dire, mais l'enquête est où, l'enquête se passe comment, pourquoi est-ce qu'il y a... Mais je crois qu'après un mois de réserve que je me suis donné, il est temps que je vienne demander qu'au fait, une question a été posée il y a un mois, on en est où, puisqu'il n'y a pas de réponse. Et là où le bal est terrible, c'est que maintenant, ce sont les avocats qui sont devenus les procureurs de la République. C'est-à-dire que le bal des avocats, et je crois même que les avocatiers, parce qu'ils sont maintenant en groupe, le bal des avocatiers est dehors. Et moi, je suis sorti parce que je me dis qu'on ne tente pas de nous distraire. Parce qu'on veut nous distraire. On nous amène dans des choses où aujourd'hui on se pose la question que quel est l'avocat qui a le plus parlé, le moins parlé, qui a fait quoi. Non, moi ma question reste intacte. Qui a tué Martinez Zogo? C'est-à-dire que moi je ne devais pas perdre cela de vue. Je reste focus sur une seule chose. Rosalie, ils ont essayé de nous embarquer dans les guerres des clans. Oh, c'est le clan A qui lutte contre le clan B. C'est-à-dire qu'on voudrait tourner en rond. Il y a des problèmes, Rosalie. Quand dans une affaire, on vous dit qu'on a nommé les gens, Rosalie, qu'on a cité par les noms propres, mais tout le monde reste indifférent. C'est-à-dire des gens vaquent à leurs occupations comme si de rien n'était. Bon, on pense qu'on va nous endormir, que nous allons accepter, que nous allons nous taire. Et quand on va nous dire peut-être, nous n'avons pas à précipiter les enquêtes, c'est vrai. Mais nous n'allons pas rester 6 mois, 1 an, 2 ans, 3, 4 ans pour attendre. En cours de route, venez quand même nous dire que nous avançons. Nous ne voulons pas précipiter les choses. Nous ne voulons pas déformer les enquêtes. Nous ne voulons pas entrer dans les enquêtes. Mais nous voulons être rassurés que la distraction fonctionne normalement. Mais que la distraction, parce que Rosalie, aujourd'hui on vous dit non, le clan A, c'est le clan B, la pieuvre. Ils sortent tellement de mots dans cette... Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis focus. Qui a tué Martinez Zogo? Et Rosalie Pire. On était ici sur les plateaux avec le pasteur, le père Ola. Ola bébé. Lui aussi, il est parti. Donc, on va faire comme si tout ça, c'était rien. Et maintenant, on discute que non, l'avocat d'un a dit, l'autre avocat dit, l'autre n'a pas dit. Non, Rosalie, des distractions comme celle-là, elles ne vont attraper que... On appelle ça les attrapes-nigauds, quoi. Moi, je refuse d'entrer dans la distraction. Elles ne vont attraper que les nigauds. Oui, mais elles vont attraper que les nigauds. Parce que, qu'est-ce qui se passe, Rosalie? L'enquête est ouverte. Le commissaire de la République, il écoute des gens et il les renvoie pour dire complément d'enquête. Moi, je suis d'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu cette sortie des avocats pour nous embrouiller? Il fallait qu'on laisse le complément d'enquête continuer. Et après, quand on complète l'enquête, comme vient nous dire, c'est Oui, qu'on complète l'enquête, c'est comme vient nous dire maintenant, à partir du moment où ce sont des avocats qui ont le secret de l'enquête, qui commencent à balancer des choses dehors, mais comment on veut encore que cette enquête soit secrète? Alors que le commissaire du gouvernement, lui, il n'a rien dit. Ça veut dire qu'on voudrait qu'on passe notre temps à écouter ce que 2 personnes... D'abord, mon père disait, Rosalie, mon frère avait un problème de divorce avec sa femme, et puis mon père va au tribunal principal témoin de sa belle-fille. Quand l'avocat de mon grand frère se lève, mon père lui dit que toi, tu n'étais pas là quand ils se mariaient. Donc tout ce que tu parles de leur couple là, ça ne te regarde pas. Ton métier, c'est un métier de menteur, parce que tu n'étais pas quand ils se mariaient. Donc les avocats, ils sont là pour défendre leurs clients, comme ils disent. Mais nous, je veux bien que chacun fasse son métier, son petit métier, comme on dit.
dans les écoles scolaires. Mais ne nous distrayez pas, parce que nous, notre question reste intacte. Qui a tué Martinez Zogo? Ça, c'est déjà ma première prise de parole, parce que je suis venu pour parler de ça. Bien entendu, nous sommes là tous pour parler de cette réalité. Et vous faites bien d'ouvrir le débat comme vous le faites, honorable Soma. Notre question, elle est tout entière. Depuis la découverte de la dépouille, qui a tué Martinez Zogo? Et de cette façon la plus horrible. On se pose la question, on a même décidé d'aller doucement et d'écouter pour voir vers où on va. Mais depuis quelques jours, vraiment, on assiste à un bal, à une guerre de communication. C'est à qui va envoyer un signal à l'opinion, contre-signal en face. Finalement, on a l'impression que l'enquête qui était censée rester entre le CED et la DGSN, et qu'on reprochait d'ailleurs aux uns et aux autres de vouloir aller toucher, est devenue une affaire publique. Même pas publique, non, une affaire de rue. Parce que lorsque ce sont les hommes de droit qui sont tenus par le secret professionnel, sauf si je me trompe, honorable, qui font des points de presse pour commencer à étaler des brides et des parties d'une enquête qui est en cours, d'un procès qui n'est même pas encore ouvert au débat, on a envie de se poser des questions. Qu'est-ce que ça cache véritablement? N'est-ce pas une envie d'instrumentaliser l'opinion finalement à quelque chose de caché qu'on ne nous dit pas immédiatement? Non, je vous ai dit la dernière fois que je suis venu ici que l'UPC avait écrit aux autorités pour leur dire que les documents des autorités sont dans la rue. À peine ils sont écrits là-bas, avant les destinataires, ces documents sont déjà dans la rue, dans les enquêtes, dans les enquêtes sociaux. Les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Ouais. C'est pas bon. Nous avons écrit cela. Mais on ne nous a pas écoutés. Tout est dans la... Quand on écrit, il y a tout dit. Avant que ça n'arrive, l'honorable souci aujourd'hui, c'est que c'est celui-là même qui a le document désormais qui vient lire. Ah, c'est là où il y a un souci. C'est ça que je vous dis. On est plus là où le document a fuité, donc, mais on a les... Voilà les conséquences si on nous avait écoutés à ce moment-là. Moi, je pense pour ma part que les avocats ont leur place. Si on regarde bien ce qui est mené à l'heure actuelle, les gens sont encore protégés par la présomption d'innocence. C'est pas parce qu'on a arrêté quelqu'un qui est déjà coupable. Non. Du coup, son avocat doit faire le point de presse pour le dire. Voilà. Non, l'avocat ne fait pas le point pour le dire, mais l'avocat s'inquiète. Non, quand l'avocat vient se tenir devant les hommes de médias... L'avocat s'inquiète parce que pour qu'il soit arrêté, c'est le procureur qui doit avoir, on doit avoir mandat pour l'arrêter. Mais ce n'est pas ça le point de presse, mon père. Madame, le point de presse, c'était sur le fait qu'un avocat déclarait des choses sur l'autre client, sur celui qui n'était pas son client, mon père. C'est ça le débat. Ça veut dire que moi, je n'ai pas bien écouté le débat. Voilà. Mais si j'ai bien écouté le débat, oui. Les avocats se plaignent, par exemple, qu'on vient arrêter quelqu'un sans mandat du procureur de la République. Est-ce que nous sommes la salle de tribunal pour le plaidoyer? Non. Est-ce que leur rôle n'est pas de noter les manquements et tout ce qu'il y aurait eu dans les arrestations et d'aller attendre au moment de défendre leurs clients devant la barre pour dire voilà, ils ont été mal arrêtés, on a violé leurs droits à ce niveau. Est-ce que nous sommes la cour? Nous sommes pas la cour. Quand on a arrêté, je donne un exemple. Oui. On a arrêté Amoko Bilinga. Voilà, on en arrive. Depuis quand on l'a arrêté? Est-ce que quand on l'a arrêté, on l'a arrêté dans les normes? Nous qui? Pour dire si on l'a arrêté dans les normes. Les avocats normes, estiment donc qu'on l'a arrêté pas dans les normes juridiques. Qui s'est dit au commissaire du gouvernement? Mais justement, pourquoi faire un point de presse? Non, parce que les avocats ont estimé que pendant un moment, ils se sont tus. Et que le moment est venu pour qu'ils puissent dire à la population que les gens qui sont arrêtés, que qu'on vous amène à condamner, ils ne le sont pas encore. Peut-être qu'ils le seront. Mais pour le moment, leur manière d'être arrêtés n'a pas été conforme au droit du Cameroun. 2, ils ne sont pas encore innocents
ils bénéficient de la présomption d'innocence. Avant de quitter avec vous, j'ai une dernière question honorable. Mais pose. Nous, on s'égare souvent, on regarde souvent les films, hein, parce que nous, vraiment, parfois notre petit droit finit. Je finis par copier ma mère Yogo avec l'école sous l'arbre. Notre petit droit finit parfois comme ça sur les films. Je regardais encore un que j'aime souvent citer ce film ici, Les Enquêtes Miami. Je ne sais pas si vous suivez souvent. Il y a tout là-bas à l'intérieur, quoi, toutes les procédures. Mais généralement, lorsqu'on t'interpelle même seulement pour t'interroger, dès qu'on t'a mal arrêté, ton avocat arrive, on te libère. On te libère. On t'a mal arrêté, directement on te libère. C'est devant les médias qu'un avocat vient dire qu'on a mal arrêté mon client. Il a le droit avec lui. Il a toutes les preuves avec lui. Il a tous les documents avec lui. Mais il descend simplement là-bas en plus. En plus, un ancien bâtonnier, c'est pas le chat. Il descend directement avec, il dit voilà la preuve de que ça a été mal fait. On lui donne son client, il sort avec. C'est quoi cette manipulation qu'on essaie de faire couper aux gens? Rosalie, il y a eu un assassinat. Oui, justement, il y a eu un assassinat. C'est pourquoi lorsqu'on voit des hommes de droit, de la cabine, de ce type d'avocat, en train de jouer à ce genre de jeu, nous, avec notre petit niveau de petits avocats non mûrs, on a envie de se poser des questions. Madame Yogo, j'ai une mauvaise habitude. Je n'aime pas souvent qu'on m'interrompe. Je m'excuse, mon père. Non, attendez. Honorable. Non, vraiment, sur mon plateau, on interrompt les gens. On interrompt les gens si on veut discuter. Je permets des échanges. On n'est pas dans l'amphithéâtre où quelqu'un parle. Tu le permets. Voilà, je le permets, ça veut dire que vous échangez. Personne ne tue personne. Donc, du coup, les menaces... Voilà, allez-y. Moi, les mauvaises habitudes, je les guéris un peu. Les menaces ne passent pas. Les menaces ne passent pas avec moi, mon père. Mon père, les menaces ne passent pas avec moi, surtout sur ce genre de sujet. Les menaces ne passent pas. Le thème du jour, c'est guerre de communication entre des avocats. Ce n'est pas le cas de la procédure de comment on a arrêté des gens. Voilà. Donc, remettons le sujet au centre du Je terrain. reviens sur ce que je disais. Voilà. C'est vrai que la dame m'a montré comment est-ce qu'on fait les enquêtes. Moi, je vais utiliser ce que j'ai appris. Bon, moi, je pense pour ma part qu'il y a une manière, il y a la procédure juridique qui permet d'arrêter quelqu'un lorsqu'il est soupçonné. Je vais, s'il vous plaît, honorable. Oui. Vraiment, je vais remettre. Elle a bien fait de le dire, peut-être c'est par ma voix que vous allez comprendre. Je ne suis pas en train de refaire la procédure de comment on a arrêté qui. Voilà. Je ne suis pas un tribunal. Je ne suis pas le juge. Je ne suis pas le commissaire du gouvernement. Je ne suis pas, j'étais pas à l'arrestation de tout ce monde, que ce soit Mougou Belinga et compagnie ou encore Ndawe et les autres. J'y étais pas. Je ne suis pas en train de faire le procès des arrestations. Je reste sur l'actualité. On a tué Martinez Zogo. On nous a annoncé une enquête mixte. CED, DGSN. On accompagne en donnant l'information aux téléspectateurs. Aujourd'hui, on nous a dit que les réseaux sociaux sont en train de déranger, les infos viennent partout, qu'ils essaient de se calmer. On regarde nous tous les personnes les plus autorisées. Et dans une enquête ou dans un procès pareil, la voix la plus autorisée à l'heure actuelle devrait être le commissaire du gouvernement ou encore le RGPR puisqu'il avait déjà fait une première sortie. Et là, subitement, patatras, on a affaire à une guerre des avocats. Et on a un droit de se poser des questions. Pourquoi les avocats qui doivent se préparer à défendre dans leurs clients, qui sont censés être mal arrêtés pour certains, innocents pour d'autres, non, on n'en sait rien, viennent plutôt convoquer la presse pour nous déclencher ce genre de festival. C'est ça notre préoccupation aujourd'hui. Rosalie, écoutez-moi bien. Les avocats sont encore sur leurs droits. Ils n'ont pas débordé leurs droits. L'avocat dit que vous avez arrêté mon client. Peut-être qu'il est en tort. Peut-être qu'il est fautif. Mais pour le moment, la manière dont vous l'avez arrêté, elle n'est pas juste. J'ai vu des gens relaxés en Europe parce qu'on les a mal arrêtés. On dit la même chose, mais ils devraient aller le faire relaxer là-bas. Attendez. Si l'on dit là-bas et qu'ils n'ont pas été écoutés, ils le disent aussi pour que la population soit au courant. Ah d'accord, pour que la population alors aille le relaxer. Non. Moi je pense pour ma part que les avocats, jusque-là, ils sont dans leur droit de dire que mon client, vous l'avez arrêté. Non, il faudrait que le père dise un des avocats, parce que l'avocat de l'autre ne se plaint pas de la manière dont on a arrêté son client.
Comment je dois parler, madame? Non, mon père, quand vous savez, quand on est quand même, non, mon père, là, quand même, je crois qu'il faut que je réagisse un peu. Mon père, quand on est ici, il faut quand même qu'on dise des choses parce que des millions de gens nous regardent. Donc, ne déplacez pas le sujet et le thème. Ne le déplacez pas. Madame, moi, je viens avec beaucoup de réserve. Ça, je n'aime pas ça. Non, mais ça, mon père... Quand on me donne la parole, laissez-moi parler. Mon père, je continue à dire mon père. Et c'est beaucoup de respect. Non, je continue à dire mon père. Et je pense que notre âge n'est pas très différent. Mais par respect, je vous dis mon père. Par respect, je vous dis mon père, on n'a pas une grosse différence d'âge. C'est vous-même qui avez dit tout à l'heure qu'on coupe 5 ans aux âges des gens. C'est pas ce que j'ai dit en plus. Moi, j'ai dit que... C'est pas ce que j'ai dit. Je dis pour ma part que les avocats, jusque-là, ils sont dans leur droit. D'accord, on l'a compris. Révérend, on va lire entre les lignes. Hein. Ils sont dans leur droit de dire qu'on a mal arrêté. Ça veut dire qu'officiellement, on entre dans la manipulation de l'opinion. Ça veut dire comme on a essayé de partir dire là-bas, comme il le dit l'honorable, on ne nous a pas écoutés. Alors désormais, on vient dire devant les médias pour pouvoir appeler le peuple à nous soutenir dans ce qu'on essaye de faire. Donc d'une certaine manière, c'est le peuple aujourd'hui qui doit devenir juge dans cette affaire. Si je comprends ce que certains avocats décident de faire comme film d'action, on est en train plutôt de s'inquiéter finalement ce que va devenir cette enquête ou plutôt la suite de ce procès, puisque nous, on a juste besoin de savoir qui a tué. On ne comprend pas pourquoi on vient nous appeler à témoin puisqu'on ne nous a pas appelé à la barre pour aller dire ce que nous on pensait. Si on nous demandait à nous ce qu'on pensait, moi j'aurais dit ce qu'ils pensaient depuis. On aurait même dit sûrement des gens pendus. Mais bon, puisque moi mon avis ne compte pas, on a décidé de suivre attentivement une enquête. Et là, les hommes de droit qui maîtrisent la loi, qui sont censés attendre les espaces prévus pour parler de loi, viennent nous trouver dans nos quartiers avec les problèmes de loi. Et après, on nous dit qu'ils sont dans leur droit de venir nous raconter tout cela. Rosalie, notre interrogation de ce soir est à propos. Guerre de communication. Je pense même que cette guerre de communication a commencé depuis le début de cette affaire. Parce que, parlant de ces avocats, nous pouvons nous souvenir que lorsque leur client a été arrêté, ils sont restés dans le mutisme. Dans le mutisme total. Pendant un bon bout de temps. Ils se sont même donnés comme enseignants en disant il ne leur revient pas de prendre parole en cet état de procédure. Alors d'où vient-il que subitement ils sortent de leurs réserves, ils sortent de leur déontologie, de l'enseignement qu'ils ont bien voulu nous donner, nous pauvres citoyens qui ne sont pas du métier mais qui suivons l'actualité et qui la commentons au quotidien selon l'approche que nous avons de ce que nous vivons. Ils viennent maintenant nous étaler. Est-ce que c'est nous, la population, qui sommes devenus les juges de cette affaire? Le fait de venir, comme le dit mon père là, venir présenter les formes et les vices de procédure dans l'interpellation, dans l'arrestation, ils ont beaucoup de mots pour pouvoir qualifier cela, justifier cela. Mais est-ce que c'est devant le peuple que cela se fait? Nous pensons que c'est à la barre qu'ils vont devoir exprimer leurs réserves, leurs allégations, leurs plaidoyers et autres. Là, quand ils viennent, ce qu'ils ont fait à la télévision n'est autre que une tentative de donner une contre-information. Je ne veux pas dire une autre information, je veux dire une contre-information. Parce qu'il y a des informations qui circulent, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur cette affaire dans les réseaux sociaux et partout ailleurs. Et les médias en parlent tous les jours d'ailleurs. Et la sortie a tendance à vouloir dire le contraire, vouloir apporter un bémol dans ce qui est fait pour, soi-disant, apporter une information que nous n'avons pas. Et nous semblons commenter sur des choses que nous n'avons pas. Et voilà pourquoi ils donnent l'impression d'entrer dans le dossier pour en sortir des éléments pour dire, voilà, vous parlez ce que vous ne savez pas, est-ce que vous savez ceci, est-ce que vous savez cela. D'où aujourd'hui on dit, en voulant défendre leurs clients par rapport aux prétextes qu'ils ont pris, on dit aujourd'hui qu'ils l'ont plutôt exposé, on dit aujourd'hui qu'ils l'ont plutôt davantage enfoncé parce que dans leur communication ils auraient créé d'autres mobiles pour pouvoir interpeller davantage ce client, d'autres chefs d'accusation, ainsi de suite. Non, je pense que contrairement au bémol également que ma mère, que j'aime bien rencontrer sur le plateau, notre très chère maman, a bien voulu également donner du temps à cette juridiction
il y a quand même lieu de constater que ça fait déjà un mois. Voilà. Ça fait déjà un mois et nous connaissons des cas où des gens ont été jugés ou tout simplement mis en détention préventive sans jugement en attendant d'être jugés, mais mis en détention préventive dans un laps de temps très court. Il y en a qui sont retrouvés à Konengi en 24 heures, en 48 heures, en 72 heures, et nous avons la faiblesse sociétale de penser que peut-être le motif d'interpellation de ceux-là à ce moment-là pourrait pour nous autres sembler peut-être pas aussi grave que celui-ci qui émeut toute la population, qui émeut toute la société, qui interpelle même à l'international. Nous avons vu des réactions à l'international. Tout le monde demande justice. Tout le monde demande clarification. Nous voulons tous savoir ce qui s'est passé et nous voulons voir les coupables hautement et durement punis, conformément à la loi. Mais je suis d'accord que ça puisse prendre un peu de temps. Je suis d'accord que qu'on puisse qualifier cela comme étant une enquête complexe. Mais de quelle complexité voudrait-on nous parler aujourd'hui pour des gens de métiers qui ne sont pas des débutants? Des gens de métiers qui ont un parcours. Des gens de métiers qui en ont déjà vu. Quelle serait cette complexité nouvelle et extraordinaire qui leur empêcherait même de faire le point? Car on reviendra toujours sur ce point-là. Est-ce que, depuis que ça a commencé, nous avons interpellé ici, dès le départ, nous nous sommes demandé où est passée la justice. Nous avons interpellé la justice et nous savons de la connaissance populaire que le procureur peut se saisir des dossiers. Bien sûr. Il n'a pas besoin d'attendre de recevoir une plainte. De la même façon dont nous savons également de connaissance populaire qu'il peut venir faire le point du dossier sur lequel il est. Jusqu'aujourd'hui, un mois plus tard, nous n'avons vu aucun magistrat en charge du dossier venir nous dire ce qu'il en est et ce qu'il est en train de faire et quelles sont les personnes qui seront interpellées ou qui vont être à avoir à répondre, quels sont ceux qu'on a déjà entendus, où est la tangente. Aucune communication. Alors. Il a fallu, permettez-moi de le dire, il a fallu des levées de boucliers de la population, tout ce que nous avons connu depuis que nous avons découvert le corps de notre compatriote, de notre frère, si odieusement assassiné. Il a fallu qu'il y ait du remous pour qu'à un moment donné, nous voyons cette sortie bienheureuse de notre Père qui dit: ah, mon peuple est en émoi, il faut que je m'exprime, il faut que je parle à ma population et que je leur dise que j'ai pas croisé les bras et j'ai pas fermé les yeux, j'écoute leurs lamentations, je suis ce qui se passe et je m'en occupe. Alors, le Père est sorti par la voix de son collaborateur, le secrétaire général du président de la République, qui nous a dit ce que le Père lui a demandé de nous dire. Nous en avons été bien heureux de savoir que nos pleurs sont écoutés. Nous ne sommes pas abandonnés. Papa nous écoute, il suit et il veille au grain. Et nous avons applaudi. Mais on ne peut pas nous reprocher d'avoir la soif de savoir que depuis que papa a donné ses instructions, où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes encore en train de nous retrouver dans ces genres de procès, dans ces genres d'enquêtes qui ont commencé et qui ne sont jamais terminées? À combien de fois est-ce qu'on a ouvert les enquêtes dans cette république et on n'a jamais reçu l'information de la fin de l'enquête? On n'a jamais su qu'est-ce que l'enquête a produit et qui a été condamné ou pas, qui a été reconnu coupable. On n'en sait rien. On sait juste que l'enquête a été ouverte et puis fini. Bon, là, au moins, on est sur un dossier qui ne nous semble pas qu'il finira comme ça. Parce que c'est un dossier où nous attendons tous d'avoir des réponses aux questions qui sont posées. Et les questions qui sont posées tournent autour de la question fondamentale, qui est de savoir qui a tué Martinez Zogo. C'est tout. C'est tout. Et nous voulons bien qu'on nous réponde à cette question. Donc du coup, tout ce qui est des sorties, on aurait même voulu qu'il y ait un point de presse conjoint de tous les avocats pour venir nous faire un point sur la procédure, mais pour venir défendre des clients. C'est pas devant le peuple. Nous, on n'a pas besoin de les voir défendre leurs clients. Qu'ils attendent le plaidoyer. Vous vouliez réagir, le père veut aussi réagir. Allons-y, Madame Yoro. Oui, Rosalie, moi, je voulais dire que les gens ne peuvent pas imaginer comment ce n'est pas facile de venir sur les plateaux. Il faut beaucoup de courage. Et je crois que des personnes comme nous, surtout avec nos sorties, quand on vient, on reçoit des coups de fil du monde entier. On dit, la maman, tu vas encore sur un plateau, on va te tirer dessus. Je leur ai dit, vous savez, Jésus est mort. On a dû crucifier les gens lui construisent des églises aujourd'hui. Pourtant, on dit qu'il est venu sauver le monde. Donc, il était appelé à mourir. Mais on dit que c'est Judas qui l'a vendu.
alors qu'il venait en mission pour sauver le monde. Mais maintenant, on dit que c'est Judas qui l'a vendu. Donc, mais il a été tué. Mais aujourd'hui, on lui construit des églises. Les Oumyobé sont morts. Aujourd'hui, nous sommes indépendants. Martinez Zogo est mort. Aujourd'hui, il va aussi laisser une liberté de parole. Donc moi, je ne pense pas que les menaces que je reçois, les intimidations que je reçois, les peurs que je reçois jour et nuit, on me dit, fais attention parce que tu es exposé. Mais attendez, si nous tous, on a peur, si nous tous, on ne demande pas qui a tué Martinez Zogo, ça veut dire qu'ils auront réussi sur nous. Rosalie, ils auront réussi sur nous parce que quand on dit la terreur, c'est vous mettre la peur en vous. On voudrait mettre la peur en nous, on met les menaces en nous pour nous dire que ne parlez pas parce que vous allez finir aussi comme Martinez Zogo. Mais moi je dis, Martinez Zogo, c'est un grand homme. Si sa mort peut enfin libérer ce pays, si sa mort peut enfin faire sauter le château de cartes de ce pays qui n'était pas. Parce que Rosalie, nous avions un pays qui était sur des poteaux pourris. C'est un édifice qui tenait sur des poteaux pourris. Rosalie, tu ne peux pas faire confiance à une maison qui a déjà les poutres qui sont déjà pourries. À la rigueur même, il vaut mieux que si la maison tombe, qu'elle tombe, on commence à construire. Rosalie, vous ne pouvez pas dire, parce que tout à l'heure, j'écoutais le révérend, et je suis content qu'il le dise. Rosalie, vous ne pouvez pas, cet assassinat de Martinez Zogo, ce n'est pas comme toutes les autres. C'est-à-dire que j'honore Ouazizi, j'honore Ola Bébé, j'honore Engelbert Veng, j'honore tout le monde, j'honore tous ceux qui sont morts avant. Mais je dis celle de Martinez Zogo. On devrait dire ça ne sera peut-être plus jamais. Pourquoi, Rosalie? Parce que pour les autres morts, je ne sais pas qui était impliqué dedans. Mais pour Martinez Zogo, on sait qui sont impliqués dedans. Rosalie, quand dans un pays, la justice est mêlée dans un assassinat, les finances sont mêlées dans un assassinat, et la sécurité est mêlée dans un assassinat, mais c'est toute la République qui s'écroule. C'est tout. Non, parlons comme ça. C'est la raison pour laquelle on essaie de nous créer un film d'action qui est en train de Rosalie, moi, quand je venais, parce que je vous ai dit que j'étais en case, tout le monde m'a appelé, on m'a dit que non, la maman ne va pas. Tu exposes trop ta vie. Je leur dis que non. Si vous pensez que j'expose trop ma vie, si je me tais, si je ne dis rien, c'est que je suis aussi complice. Je refuse d'être complice dans cet assassinat. Je refuse de me taire. Rosalie. Rosalie, je refuse de croire que Martinez Zogo est mort pour rien et est mort gratuitement. Martinez Zogo est mort parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, quand on parle que les enquêtes sont compliquées, moi, je les comprends, Rosalie. Moi, je dis toujours aux gens que moi, mon père, c'est lui qui a créé la brigade de recherche de la gendarmerie, Yogon Tongawi. Donc, les recherches sont importantes. Et même que le commissaire du gouvernement a très bien fait de demander un complément d'enquête. Pourquoi, Rosalie? C'est un handicapé qui me disait au Gabon que quand les moustaches sortent d'un trou, il ne faut pas cogner vite. Parce que si vous tapez vite, l'animal va rentrer. Vous ne saurez pas si c'est un cafard ou une souris ou un chat. Il faut le laisser sortir en entier pour l'assommer. C'est ce que le commissaire du gouvernement est en train de faire. Si le commissaire du gouvernement avait vite tranché l'autre jour, on n'aurait pas entendu que un des suspects allait prendre de l'argent parce qu'il y avait les problèmes à la frontière avec un pays voisin. Ça, ce n'était pas sorti les premiers jours. Ça veut dire que plus cette enquête peut même traîner, je suis désolé parce que moi, j'ai mal de savoir que Martinez Zogo est au froid et qu'il va rester longtemps. Mais s'il peut rester au froid pour nous dévoiler beaucoup plus de choses, parce que ce qu'on est en train d'attendre là, c'est vraiment le petit corrigé. On lit par exemple dans les réseaux qu'il y a 10 membres du gouvernement qui sont mêlés dans l'affaire. Mais Rosalie, attends, mais Martinez Zogo, dévoile-nous. Tu n'es pas mort pour rien. Dévoile-les. Ils t'ont mis à nu en public. Mets-les à nu dehors. Déshabille-les. Déshabille tout le monde. Déshabille toute personne qui t'a déshabillé. Moi, je suis pour, Rosalie, que s'il y a des compléments d'enquête qui peuvent pousser les impatients à dévoiler des choses, que les compléments d'enquête, parce que c'est des compléments, non? Compléments, c'est compléments, ça va continuer.
Parce que c'est l'impatience qui fait que les gens disent des choses qui finalement peuvent même se retourner contre eux. Et donc il ne faut pas qu'on pense que un commissaire du gouvernement qui reçoit des gens, qui les écoute et qui se dit, attends, il y a encore des choses qui manquent. Et allez me compléter cela. Au lieu d'être patient, que nous sortions tous en courant, commencer à dire non, les procédures. Non, il fallait dire que les procédures sont mauvaises dès le premier instant. Fait le point de presse. Bon, et puis Rosalie, on fait donc le point de presse. Moi, je crois que c'est... Vous avez dit guerre de communication, non? C'est la guerre des médias. Oui, parce que les deux ne sont même pas allés s'exprimer dans le même média, si je comprends bien. J'espère maintenant que la neutralité viendrait à Info TV. Non, vous recevrez les deux. Et plus que l'argent que le mis en cause prendrait pour les affaires de frontières, il y a plus que ça. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la haute trahison. Parce qu'il est dit de la bouche de ceux qui sont venus justement faire le point qu'ils transmettaient des informations destinées aux chefs de l'État. À la sécurité de l'État. Ça veut dire que la sécurité de notre État était dans la rue. Donc ce n'est pas seulement, mon père, les lettres, les communiqués et tout ça du gouvernement. C'est toute notre sécurité qui est à la poubelle. Mais, et je voulais même dire, Rosalie, quand on parle de la sécurité de l'État, et quand tu es un haut gradé de la sécurité de l'État qui reconnaît que oui, je suis mêlé dans cet assassinat, Rosalie, mais on a encore sécurisé où? Quand c'est la sécurité même qui est mêlée. Et il faudra même se dire une chose, c'est que la justice étant citée là-dedans, la justice étant citée même si c'est injustement, le président de la République a raison de confier cette affaire à tout un autre système qui n'est plus de la justice. Parce que, et de Rosalie, un pays ne se développe qu'avec une justice juste. Si nous sommes donc là aujourd'hui à constater mondialement que la justice n'est pas juste, qu'on n'a pas confiance, ça veut dire que nous tous, nous sommes en insécurité, injustement justifiés, et en plus de cela, nous sommes pauvres. On va arriver à la vie chère, non? Et quand on vient nous dire que non, vous devez accepter la loi de finances de 2023, et qu'on vient découvrir que les voleurs de la République ont volé en milliards pour aller se protéger contre les pays voisins. Non, moi je ne sais pas si se protéger contre les pays voisins. Moi je crains même que peut-être que les gens préparaient déjà à faire que si la maman même parle trop. Donc vraiment, c'est malheureux. Moi je ne suis même pas fier de cette histoire. Mais j'ai dit à Martinez que Martinez, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour les déshabiller. Il y a même une grosse curiosité, Rosalie. Avant que je passe la parole à mon père, il y a même une grosse curiosité que je veux soulever comme ça. Comment comprendre que un si haut gradé des services de renseignement puisse se mettre à plat comme ça dès le début de l'enquête? Dès le premier interrogatoire, on nous dit qu'il a déroulé toute la scène, comment ça a été organisé, comment ça s'est passé. Mais tout le monde ne se ressemble pas. Dès le premier, un si haut gradé qui est réputé, formé dans ce genre de procédure d'interrogation, de torture et tout. Mais et puis après on nous dit que Reporters sans frontières dit qu'il a vu le dossier, il a vu l'enquête, guerre de communication. Je crois que la question a toute sa place. Parce que toutes ces informations qui fusent de toutes parts et qui remontent par-ci, qui ressortent par-là et tout, à quoi est-ce que ça rime? Quelle est la visée? C'est ce qu'on finira bien par savoir. Hein. Oui, moi, je ne comprends pas. Je vous ai entendu parler. Tantôt, vous dites que vous n'êtes pas informé. Tantôt, vous dites que vous êtes très informé. Je ne comprends pas. Les enquêtes, référons-nous à d'autres pays. J'ai vu des enquêtes qui ont duré 20 ans. Et on arrive à déceler la vérité 20 ans après. C'est pas parce qu'on est allé... ils ont fait nous ceci. C'est pas ça. L'enquête, c'est minutieux. Soyez patients. J'ai vu des enquêtes dans d'autres pays que je ne cite pas, qui mettent 20 ans. Nous, on n'aura pas 20 ans à attendre. Donc moi, je pense pour ma part que l'enquête sur Zogo, moi je suis UP6, nous sommes opposés aux tueries, parce que nous avons été victimes.
ceux qui viennent nous faire la morale maintenant savent que nous avons été victimes. Donc, nous ne sommes pas pour les morts. Nous ne sommes pas pour les victimes, pour les tueries. Mais nous sommes pour qu'on mette l'enquête. Et si les gens doivent mener l'enquête, laissez-les mener l'enquête. Et je pense pour ma part que quand je vous écoute, ça veut dire que vous dites qu'il n'y a pas une liberté de parole au Cameroun. Mais quand nous disions qu'il n'y a pas de liberté de parole, vous disiez qu'il y avait la liberté de parole. Maintenant, il n'y en a plus parce qu'on a tué Zogo. Moi, je pense pour ma part que l'enquête sur Zogo, il a été assassiné. Qu'on mène l'enquête, les avocats ont raison de dire que s'ils trouvent une irrégularité sur l'enquête, ils doivent nous le dire. Parce que ces irrégularités peuvent faire en sorte qu'on attrape quelqu'un qui lui n'est même pas victime, qui lui n'est même pas à l'origine, qui n'est pas parmi les gens qui l'ont tué. Donc il faut qu'on mène, car une enquête soit bien menée, pour qu'on sache quels sont ceux qui ont assassiné Zogo. Moi, je suis opposé aux assassinats. Alors, si vous voulez qu'on sache quels sont ceux qui ont assassiné Zogo, soyez patients. On est d'accord. Soyez patients. Et si vous êtes patients, on arrivera à une enquête. Sauf si vous voulez nous presser, alors quelqu'un va prendre les armes, il va nous dire, moi c'est tel qui a tué Zogo. Alors il commence à tirer sur les gens. Non. L'enquête, ce n'est pas la force. L'enquête, ce n'est pas la rue. L'enquête, les avocats, quand on arrête quelqu'un, il faut que le procureur de la République ait donné mandat pour qu'on l'arrête. C'est comme ça dans un pays de droit. Dans un pays de droit, on ne va pas arrêter quelqu'un parce qu'on a soupçonné, parce que dans les réseaux sociaux, on a écrit que... Non. Si vous faisiez ça avant, maintenant on le fait. Bon, ce qui est sûr, patriarche honorable, c'est que nous tous, on veut la vérité dans cette affaire. C'est tout. Mais que notre patience ne fera pas 20 ans. Là, par contre, non, ça n'atteindra pas 20 ans. On ne veut même pas 10 ans. On ne veut même pas 5 ans. Donc, rassurez-vous, il y en a pour qui ça a déjà fait 10 ans, pour qui ça fait 20 ans, on n'a pas eu de résultats. Donc, nous, on n'aura pas la patience là cette fois. Ça, je peux déjà vous le garantir. Donc, pour le reste, on est d'accord qu'on veut les résultats de cette enquête. Mais pour la suite, bien entendu, on aura l'opportunité. Vous vouliez rajouter quelque chose, révérend? Non, ce que je voulais dire m'a un peu échappé, mais je voulais quand même dire à mon père, le patriarche, l'honorable Souban, que à force d'insister sur le fait qu'il est opéciste, pendant qu'il tapait de la main presque sur sa poitrine pour dire je suis upéciste, j'ai eu la réaction dans mon cœur, moi aussi, de dire, mais au fait, au Cameroun qui n'est pas upéciste. Merci beaucoup. En fait, au Cameroun, l'union des populations du Cameroun, c'est quelque chose qui a emporté tous les Camerounais et qui concernait tout le monde et qui n'est pas upéciste aujourd'hui. Même le NDP, c'est des upécistes. Merci de lui dire ça. À un moment donné, il ne faut pas croire que dire que je suis upéciste, ça voudrait dire qu'on a je sais pas, on a la clé de toute discussion, ou bien la quintessence de tout le savoir, ou bien on est seul à pouvoir revendiquer quelque chose pour cette nation. Non, chacun fait à son temps. Nos parents ont fait à leur temps, et aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer parce que nous disons notre temps est en train de passer, et nos enfants auront des choses à nous reprocher, parce qu'ils devront nous dire que quand vous écrivez la caméra... Mon cher ami, j'ai dit que l'UPC a écrit. Vous avez écrit aussi. Nous avons écrit pour dire que toutes les affaires de l'État sont dans la rue, et qu'on doit faire attention. Et nous avons les conséquences maintenant. À peine on écrit une lettre, elle est déjà dans la rue. Voilà ce que nous avons écrit. Si un autre parti l'a écrit, qu'ils le disent. Mais ça aussi du bon côté, hein, honorable. Depuis que les documents sont dans la rue, là, au moins on apprend quelque chose. On a même découvert qu'il y avait les chapitres 80. Vous pensez que les seuls Camerounais qui se sont plaints du fait que les documents soient dans la rue, qui ne vous dit pas que c'est un mode de communication? Oui, les médias, et quand on parle de médias, on considère tout ce qui permet de communiquer. Les réseaux sociaux sont aussi un mode de communication. Permettez-nous aussi de nous exprimer. Autant justement, autant vous voulez qu'on vous laisse dire ce que vous avez à dire, autant vous nous laissez nous exprimer. Et je voudrais continuer à dire que même les réseaux sociaux là sont aussi un mode de communication. Parce que ces documents ne sortent pas par n'importe qui. Ce sont les mêmes personnes qui font ces documents et qui les tiennent entre eux là-bas, qui les font sortir. C'est aussi une façon d'informer la population, d'informer
informer le peuple pour dire voilà ce qui est fait, ou voilà ce qu'on a dit, ou voilà ce qu'on a signé, quelque part. Donc ça ne sort pas de façon anodine non plus. C'est la raison pour laquelle je lui disais qu'il y a aussi du bon dedans, parce que depuis que ces documents sont en villégiature, excusez-moi l'expression, au moins le pays bouge. On a beaucoup d'informations, même si après il faut aller recouper pour nous qui sommes des médias conventionnels. Mais toujours est-il que les 3 quarts des temps, ça s'est avéré quand même avoir 80% de vérité, honorable. Donc on ne va pas se fâcher de cette évolution. Le numérique est arrivé avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Et c'est à nous de nous adapter. Hein. Il faut également que le gouvernement s'adapte à rentrer dans le numérique. On ne va pas repousser le développement jusqu'à la fin. Allez, on va lire quelques réactions. Bonsoir madame, s'il vous plaît, un avocat c'est un commerçant. Donc ne suivez pas cette récréation des sorciers, soi-disant avocats. Le simple fait de prendre un avocat ne veut pas dire que vous allez gagner le procès. Ils sont là pour leur argent. Ce qui est sûr, l'avocat d'Amoukou Belinga a déjà reçu pas moins de 5 millions Attendez, je compte les zéros. 50 000 millions. Ouais, mon frère. Je suis sûr, donc, il est obligé de faire cette sorcellerie amateur. Je vous donne ma parole, il y aura justice sur ça. Philippe, qui nous écrit depuis le Gabon, pour dire que le bâtonnier Tchunga est en train de faire sa sorcellerie parce qu'il a reçu beaucoup de millions. C'est lui qui dit, c'est pas moi, j'ai dit, c'est moi le message. Bonsoir à vous. Oh là là, je sens que cette machine ne va pas nous permettre de vous laisser vous exprimer ce soir. Hein, je ne sais pas. Elle a décidé. C'est honteux qu'un grand-père de Suquois député ne défende pas le peuple. Il a aussi pris sa part chez Jean-Pierre Amougou Belinga. Il faut qu'il nous dise. Autre réaction, bonsoir Rosalie, mais l'honorable a dit même quoi finalement. Il s'agit du crime et non d'une attestation d'un locataire qui n'a pas payé le loyer. Hein. Il s'agit d'une prescription du chef de l'État et non d'Amougou Belinga ici, qui a été cité par le défunt lui-même. Alors on devrait le cueillir de cette manière-là pour l'empêcher soit de se faire de la mal lui-même, soit d'effacer les preuves. Les avocats là savent qu'ils ne défendent pas la vérité, mais plutôt le client. Donc suivez mon regard quant à leur réaction. Autre réaction enregistrée, bonsoir à tous, la guerre de communication est quelque chose de normal. Le peuple assoit de la bonne information, cela a régulièrement été fait dans de tels procès, bien sûr, c'est clair. C'est une évidence, c'est pour ça que je parle de manipulation de l'opinion. Je ne sais pas pourquoi on perçoit ça mal. Lorsqu'on décide de jouer avec la communication, c'est qu'on veut manipuler l'opinion. C'est qu'on veut faire avaler quelque chose à l'opinion, qui peut être vrai comme qui peut être faux aussi. Bonsoir Rosalie, belle tenue ce soir encore. Toujours perspicace dans le choix des thèmes. On te dirait inspiré par Dieu. À propos de l'assassinat de Martinez Zogo, je vais dire, pour citer l'ancien président Amadou Ahidjo, la vérité finit toujours par triompher. Les assassins et commanditaires, qui qu'ils soient, devront tôt ou tard payer. Car il y a des lois de la nature qui sont claires et le karma le leur fera payer. C'est Témé Faustin qui nous écrit. Oh là 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 là, c'est compliqué. Hein? Vous savez, je vous l'ai dit depuis, tant que je n'ai pas moyen de changer cette machine, on va souffrir le martyre ces jours ensemble. Donc, Témé Faustin qui continue pour ma deuxième sortie sans vouloir... N'appelez pas s'il vous plaît, je ne reçois que les SMS et les WhatsApp. Je crois que là, je vais demander une transition et on revient. Que je n'étais même pas encore un 20e ou un centième de vos réactions, mais on peut le comprendre. Hein. On est tous focus, comme je le dis toujours. On a besoin d'avoir la vérité autour de cette affaire. Du coup, la danse de ce que certains ont appelé des charognards et autres autour de la dépouille de Martinez Zogo, ça ne nous intéresse pas. Celui qui veut tirer un morceau de chair pour juger qui va respirer avec, ça ne nous intéresse pas. On veut savoir qui l'a tué. On veut comprendre pourquoi. On veut connaître tous ceux qui ont la main trempée dans cette affaire et pourquoi pas peut-être avoir demain une justice beaucoup plus potable que celle qu'on a aujourd'hui au Cameroun. C'est peut-être un contour, non, je vais dire...
Ouais, un tournant très important de l'histoire du Cameroun. Et il faut que ça se fasse de façon claire et avec tous les Camerounais. Donc, n'ayons pas peur. On n'est pas là pour accuser qui que ce soit ou pour faire le procès de qui que ce soit. D'ailleurs, c'est la première fois que je prononce beaucoup de noms sur ce plateau dans le cadre de cette émission. Très souvent, on aime bien donner la place à qui de droit pour nous les donner. Mais il a fallu qu'on le fasse parce que lorsque les hommes de droit décident de rentrer dans la rue avec des choses qui sont censées être dites dans un plétoire, nous on a envie de se poser de bonnes questions. Pourquoi cette guerre de communication prend une telle vitesse de croisière? Et cette question, on continuera à quoi se la poser demain. Nous, on suit l'actualité minute by minute et on vient vous rendre compte. C'est notre responsabilité. On vous rend également compte des problèmes qui nous dérangent. En ce moment, la vie chère ne fait qu'empirer et les Camerounais ont envie en ce moment de même plus sortir de chez eux. Manger un plat de haricots, maintenant, c'est une bénédiction. Parce que la boîte de haricots, c'est devenu 250. Pourtant, avant, c'était 100 francs, 125 francs. Donc, le prix a doublé radicalement. Bon, l'huile s'est un peu stabilisée. Le riz, lui, il est aussi un peu monté. Même les légumes, c'est devenu compliqué, révérend. Finalement, qu'est-ce qu'on peut... Les fruits, alors, c'est grave. Pourtant, on nous dit tous les jours, il faut manger les fruits, 5 fruits et légumes par jour. Maintenant, quand tu réussis à manger une tête d'ananas, c'est que t'es, excusez-moi l'expression, t'es bobo. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon chez nous. On mange les fruits et les légumes désormais parce qu'on est confortable. Une bonne salade, il faut être confortable. Sinon, ce qui passe, c'est que le couscous, lui, n'a pas trop augmenté quand même. Tu peux manger le couscous avec les gombos, tu es un peu tranquille. Mais chaque jour, ça va devenir compliqué. Alors, j'ai envie de comprendre, est-ce qu'il n'y a rien à faire pour que nous, on arrête de souffrir autant? Rosalie, la question est très bien posée et... je me fais l'honneur d'être le porte-parole ce soir de mes camarades. Quelqu'un disait encore sur ce même plateau il y a 2-3 jours que nous sommes dans une bataille. Et dans la bataille dans laquelle nous sommes, nous y appelons tous les Camerounais, tous les travailleurs, toute la population à adhérer et à soutenir ce combat. Parce que aujourd'hui, effectivement, tout grimpe. Tout grimpe et le travailleur, le Camerounais, a du mal à subvenir à ses besoins. La charge explose chaque jour. Chaque fois que madame ou monsieur lui-même revient du marché, le constat est chaque fois que ça a encore augmenté. Le prix a encore changé. Mais la seule chose qui n'augmente pas, c'est le revenu. Non. On a tout augmenté, on continue à tout augmenter, la tarification, la fiscalité, les impôts, les transports, tout augmente, tout explose. Mais le revenu du citoyen, pour ne pas dire du salarié, demeure le même. Où est-ce qu'il va aller puiser pour combler lui aussi les vides ou les manquants de sa poche pour subvenir à ses besoins? Parce que j'ai suivi sur votre plateau ici l'autre jour le président des transporteurs terrestres qui jouait très bien son rôle en défendant son secteur d'activité et qui nous expliquait que du fait de l'augmentation du carburant, il y a une charge supplémentaire qui s'impose aux transporteurs et du coup, ils ne peuvent plus continuer avec les mêmes dispositions, continuer à avoir le même rendement et continuer à avoir le même revenu et tout. Donc, pour qu'ils puissent supporter cette augmentation du prix du carburant à la pompe, il faut bien que celui qui paye leur service également puisse leur apporter un supplément qui leur permet de supporter. Et nous avons vu très rapidement le communiqué de notre gouvernement qui est sorti pour nous dire officiellement que désormais, voilà la nouvelle tarification. Donc pour les transporteurs, c'est réglé. On a augmenté le carburant, on a augmenté le tarif du taxi, donc c'est réglé. On nous a expliqué par une alchimie arithmétique, parce que pour comprendre combien on va payer pour entre le dollar Yaoundé, entre le dollar et Bétois, si tu ne prends pas ta calculette, tu ne... Avec les 7 francs, 14 francs... Encore, il faut se demander qui va respecter cet ordre-là de 0 à 7 ans. Bon, bref, il y a quelque chose qui a été fait, mais alors, ce Camerounais qui va au marché et qui achète la boîte de haricots aujourd'hui à 250 francs, ce même Camerounais qui veut se déplacer
et qui doit payer désormais le taxi horaire du jour à 300 francs. Ce même Camerounais qui doit aujourd'hui payer le timbre fiscal à 1500 francs. Ce même Camerounais, l'augmentation est explosive. Mais son revenu demeure le même. Et quand nous demandons au ministre du Travail et de la Sécurité sociale au Cameroun, qui représente le gouvernement dans cette négociation avec les parties prenantes, quand nous lui demandons de bien vouloir revaloriser le salaire minimum catégorie interprofessionnel garanti, il se braque et il prend sur lui de sortir un communiqué qui est comme un passage en force pour dire nous nous sommes entendus et voilà ce de quoi nous avons convenu. Vous voyez, je suis habillé en noir aujourd'hui parce que je constate que sur le plateau également, nous sommes en noir, donc je suis heureux de faire ce constat parce que justement nous avons non pas arrêter la discussion, nous continuons à discuter parce que effectivement notre matière première c'est le dialogue et le dialogue social. Donc nous sommes là pour débattre, pour discuter, pour le bien-être de tous et de chacun. Mais cependant, nous devons également donner un temps à la partie gouvernementale pour dire faisons tous attention, il ne nous plaît pas, il ne sied à personne d'aller dans ce sens-là, parce que les populations qui sont ainsi broyées aujourd'hui, il faudrait pas qu'elles en arrivent à prendre une autre démarche. Et pour donner une signification de ce malaise-là, nous avons demandé à tous les travailleurs de la République de pouvoir observer ce port du noir tous les lundis, pendant pratiquement 2 mois, je crois, jusqu'à la fin du mois de mars. Question de dire aux gouvernants, nos administrants et administrateurs que l'heure est grave et qu'il y a vraiment lieu de discuter franchement et il y a lieu de prendre une solution, une décision qui soit correcte pour tous, qui permette de revaloriser qui permette à tout le monde de pouvoir affronter ce coup-là, parce que comme notre thème dit les Camerounais à l'agonie, ben c'est très bien choisi. Une fois de plus, je rejoins la téléspectatrice qui dit ben quelle inspiration, parce que vraiment c'est l'agonie. Est-ce que nous voulons tous nous retrouver à la morgue, dans les tombes, dans les cimetières et autres, parce que lorsque un chef de famille ne pourra plus donner à manger à ses enfants pendant 1, 2, 3 jours, qu'adviendra-t-il de cette famille-là? C'est vraiment compliqué. Quand nous demandons aujourd'hui de commun accord avec le patronat, de revaloriser le SMIC à 60 000. J'ai aimé la démonstration toujours d'un de vos panélistes ici, qui a fait le calcul, il a pris sa calculette et il a dit, mais lorsqu'il divise même à 60 000 francs, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Parce qu'il a pris le prix du kilogramme de riz qui se lève à 700 francs, il a pris le prix du kilogramme de poisson, de la viande et tout. On n'y arrive pas. Donc c'est vraiment un minimum absolu. Pour pouvoir supporter tout ça. En deçà duquel vraiment on ne sait pas quoi faire. Et c'est toujours curieux que ceux qui nous gouvernent et qui pour la plupart ne vont pas à la pompe, parce qu'ils ont des bons de carburant et c'est le chauffeur qui va consommer. Pour la plupart, ils ne vont pas à la boulangerie parce que c'est également quelqu'un, la ménagère et tout ça qui va à la boulangerie prendre du pain. J'imagine même que certains ne puissent pas dire aujourd'hui combien coûte la baguette de pain parce qu'ils n'en achètent pas, mais il en a toujours à la maison et ainsi de suite. Donc j'ai aimé à ce sujet une intervention que j'ai vue également à la télévision dernièrement dans les pays où nous voulons prendre exemple l'Occident, où quelqu'un disait en pleine assemblée, il demandait à ceux qui veulent imposer la retraite à 64 ans, il leur demandait s'ils sont capables de linger un malade jusqu'à 64 ans, s'ils sont capables de porter des boîtes. Donc il y a toutes ces contingences là. Nous pensons que pour chuter. Nous pensons que nous sommes les représentants, parce qu'on ne peut pas discuter avec tout le monde. Donc nous sommes les représentants du peuple, nous sommes les représentants de la masse, et lorsqu'on arrive à ce genre de débat, il faut que chaque parti puisse concéder, pour qu'on trouve le juste milieu, pour avancer tous ensemble, car ce pays nous appartient à nous tous. Le plus important, c'est la population, hein, c'est monsieur tout le monde. Ça ne va pas, on souffre le martyre. Honorable, vous avez eu la chance d'être assis là où les décisions se prennent, et je vous souhaite d'ailleurs d'y retourner dans les prochains jours. On a cette situation au Cameroun, une loi de
finances qui a été validée, qui étrangle radicalement la population. Et avec tout ce qui est augmenté autour, le salaire, lui, ne suit pas et parfois il est inexistant pour certains. C'est assez compliqué quand même de tenir le rythme en ce moment-là. Rentrer s'asseoir à la maison, c'est encore un autre problème. Parfois, en marchant dans la rue, tu peux même croiser un 500 qui se baladait et qui te dit, mets-moi dans ta poche, et ça permet encore de tenir. Mais vivre de cette manière-là, ce n'est bon pour personne. Ça expose même cette jeunesse à des déviances insoupçonnées. Il faudrait peut-être à un moment donné que quelque chose soit fait pour qu'on sorte de cet engrenage où le seul qui a été oublié, en fait, c'est le consommateur. Parce que dans toute la chaîne, on trouve un moyen d'aider chaque corps de métier. Mais le seul corps de métier, si on peut appeler ainsi, qui a été lésé, c'est le consommateur. Monsieur tout le monde, composant de la population. On n'a rien pensé. J'ai entendu un de nos panélistes dire que dans la discussion, il y a une partie qui n'est pas là. Ceux qui décident. Ceux qui décident ne sont pas là. C'est nous qui nous plaignons. Il n'y a pas une discussion là. Nous non, plaignons. il parlait de la réunion qu'ils ont eue avec le ministre. Ah, là-bas. Hein. Oui, avec le ministre du Travail. Mais ici, là, nous, on n'est pas là. Non, on dit seulement. Non, on s'est plaint. Non, c'est plein. Bon, donc, j'étais un peu surpris. Non, ils ont eu une discussion avec le ministre. Là où nous sommes, Pour nous, on se plaint, mais la partie qui décide, elle n'est pas là. Moi, je pense, pour ma part, je veux vous dire une information peut-être que vous n'aviez pas. Karl Marx avait dit que l'Assemblée nationale, ce n'est pas le lieu où on fait la guerre pour libérer les gens. Il dit l'Assemblée nationale permet de savoir le niveau d'abrutissement d'un peuple. Donc là-bas, nous savons à quel niveau le peuple est abruti. Donc, quand je vous entends parler aux gens, mais moi, il vous dit c'est qui la nature, moi, c'est comme ça que j'ai toujours vécu, et j'ai dit la vérité tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui pensent que le député, ça me permet seulement de savoir que les gens qui parlent, c'est pour les endormir. Ah, nous disons ça pour que vous savez que sachez qu'on vous défend. Non. Le peuple est en difficulté. Il souffre. 40 000, je crois que c'est 40 000 francs le SMIC au Cameroun, non? 40. Actuellement, c'est 36 000 encore. 40 000 francs environ. Proposé à 41 000. Bon, alors imaginez 40 000 francs. Qui peut payer même le taxi durant un mois pour aller travailler à 40 000 francs? Il ne s'en sort pas. Donc, moi je pense que l'objet quand on parlait du vol chez nous, mais peut-être que quelqu'un à qui on donne 40 000 francs, qui trouve moyen de prendre du coup 150 000 francs, mais il va accepter là où on lui donne 150 000 francs que de rester à 40 000 francs. Moi, je pense que tout ce que je vous entends dire là, c'est pour dire que le régime est mauvais. Il faut le changer. C'est ce que vous voulez nous dire. Mais dites-le carrément. Moi, je pense pour ma part qu'il n'y a pas moyen de réfléchir. J'étais hier quelque part ou avant-hier. J'ai entendu une dame qui vendait Qu'est-ce qu'elle vendait? Elle vendait Décris, moi je vais trouver le nom. Non, elle vendait les soldats. Les soldats. Ah, les petits poissons. Non. Les huîtres. Les huîtres. Et une acheteuse lui dit, mais moi, ajoute-moi un peu de piment. Ah, elle dit, mais tout a augmenté. Je lui dis, j'étais à côté. D'ajouter le piment. Je lui dis, même le piment que tu peux cultiver autour de ta maison, il a augmenté aussi. Non, c'est vrai que ça a augmenté. Mais il faudrait qu'on sache qu'il y a des choses qui ne devraient pas augmenter. Quand on est par exemple dans un village comme le mien, on peut cultiver le piment autour de sa maison. Quand elle vient vendre les huîtres, elle dit, ah mais tout a augmenté. Ah, je lui demande même le piment. Ah oui, tout a augmenté. Le piment aussi a augmenté. Moi, je pense pour ma part que les gens peuvent profiter pour la paresse et dire que tout a augmenté. Ah oui, quelqu'un va dire, mais le député ne défend pas. Je vais défendre les gens qui disent qu'on ne peut pas cultiver le piment autour de soi-même, autour de sa maison. Oui, ou bien ceux qui vont dire que Macky Sall va demander à Poutine de te donner le blé, parce que chez lui, il ne peut pas cultiver le blé. Moi, je pense pour ma part que la vie est chère, mais que nous devons aider nos peuples
cultiver, à rentrer dans l'agriculture. C'est pour ça que j'ai dit au début que Mao Tse-tung disait à ses enfants, prenez comme base l'agriculture et le développement comme facteur dominant. C'est-à-dire que l'agriculture comme base et l'industrie comme facteur dominant. Parce que nous ne pouvons pas continuer à rêver qu'on va... Si on n'a pas de lait, on ne peut pas boire notre kouroukourou. Moi, je bois le kouroukourou encore. Donc, moi, je pense qu'on doit revenir pour savoir comment nous défendre contre ce qu'on veut nous imposer. Mais, parce qu'on nous impose... Je reste avec vous. Oui. Le kouroukourou que vous achetez aujourd'hui, vous l'achetez à combien? Parce qu'avant, lorsque nous on consommait, on avait 2 boules comme ça, c'était moins cher, on faisait une grosse manite. Aujourd'hui, on vous donne une toute petite boule comme ça à 100 francs. Vous ne pouvez pas pétrir une boule de 100 francs, vous-même vous rassasiez. Donc même le kouloukoulou a augmenté. Parce que la personne qui fait le kouloukoulou renchérit aussi par rapport à ses obligations de l'autre côté. On peut même laisser le lait, comme vous dites. Et même ce Mais même le kouloukoulou ne nous sauve plus. Ça veut dire que même, ce n'est pas tout le monde qui boit encore. Rosalie m'amène à le kouloukoulou. réfléchir sur un truc. Oui. À un moment donné, ici, pour ceux qui ont mon âge... Vous voyez la taille des beignets maintenant? Moi, je mange souvent les beignets. Hein. Aujourd'hui, on presse des beignets avant de mettre dans la bouche. Oui, moi, je mange Vous savez qu'avant, tu ne pouvais pas prendre un beignet de 10 francs moi, je mange- sans le mordre au moins 2 fois. Moi, je mange souvent les Bientôt, le beignets. beignet de 25 francs sera la chomoko prenant à 5 francs la C'est même première. pas tu vois, les beignets de maïs. Rosalie, Tu moi, je attaches mange- comme ça avant de manger. Rosalie, moi, je mange encore à Tchomo. Mais moi, je vais vous dire une chose. Mais sauf qu'à Tchomo est devenu 25. Ah, Chomo, c'est 25 maintenant. francs. C'était 5 francs. Maintenant, c'est 25. Rosalie, je vais vous dire quelque chose. Nous avons des problèmes dans nos pays. La vie est chère. Mais nous devons chercher les moyens pour C'est contribuer. ce que nous essayons de faire ici, mon père. D'accord. Dites-nous comment on fait donc pour Voilà, donc je donne par exemple aux gens qui vendent le piment. En achetant le piment, ils peuvent aussi commencer à cultiver autour de la maison. Vous n'êtes pas sérieux. Non, Vous c'est n'êtes vrai. pas sérieux. C'est- Moi, je suis en ville, je mange du piment, je cultive ou sur le goudron. Non, tu n'es pas en ville. Là où tu es, il y a du terrain Non, quelque part. le terrain de qui j'habite dans moi, le là où domicile de quelqu'un que je j'habite loue. en Je cultive le piment. Moi, là où j'habite en Colfoulou, je cultive un peu le piment là. Oui, mais tout le monde n'a pas un espace. Il y en a qui habitent les Non, ceux qui ont cette terrasses. Les possibilité. immeubles. Oui, Ceux qui habitent les immeubles. ceux qui ont cultivent cette où? possibilité, Sur le toit des qu'ils maisons. le fassent, Rosalie. Moi, je pense que la situation est difficile. La vie est chère. À un moment donné, figurez-vous ce qui est arrivé ici. Le stockfish. On nous avait dit que le stockfish est fini. On a pris le stockfish, on a gardé dans les magasins. Ceux-là, ils savent que j'ai dit la vérité. Ils ont gardé le stockfish dans les magasins. Donc, Et- si je comprends bien, vous voulez dire laisse que que notre je- souffrance vient des autres Camerounais qui profitent de la Mais situation. laisse que je suis dans laisse qu'avant En résumé, Rosalie, laisse-moi chuter. Oui. On a gardé les stockfish dans les magasins. Le stockfish est fini. Ah, mais or, les gens en mangeaient, les gens vont dans les mariages, les gens, il n'y en avait plus. Quand ils ont sorti le stockfish, on a multiplié le prix par Donc, par j'avais trois. vu la chute. Donc, je crois pour ma part que on a des difficultés. Mais il y en a qui profitent de ces difficultés pour continuer encore à nous enfoncer. Voilà ce que j'ai dit au Camerounais. Donc, moi, j'avais vu le bout du tunnel, hein, honorable. C'est ça qui est avec moi, honorable. Ça va peut-être marcher très vite. Honorable trouve que c'est pas mauvais, c'est pas faux, que la vie est chère, mais pour lui, il y a beaucoup de Camerounais qui appuient également sur la pédale et qui renchérissent un peu sur notre Exactement. souffrance aussi. Si tout le monde décidait de ne supporter que la souffrance causée par l'officiel, on n'aurait pas autant de pression. Exactement. Quand même. Donc nous-mêmes, on augmente notre propre pression parce que nous sommes mauvais les uns pour les autres. C'est ça, honorable. Voilà, c'est ce qu'honorable dit. Nous sommes mauvais, sauf que c'est pas totalement faux. Hein. Comme vous le disiez, celle-là qui dit que les Messondans lui dit que le piment, elle dit que le piment aussi a augmenté. Mais ça a augmenté Mais aussi. c'est pas faux. Le piment- Mais Rosalie, c'est pas faux. Je suis d'accord que le piment a augmenté. Non, Mais on va honnêtement, justifier que le piment aussi a augmenté. Pourquoi? Très honnêtement, c'est quand Le piment ne peut pas moi, ne je peut voudrais dire compenser. une chose, Rosalie. Le transport. Quand on est sur, quand on vient sur Je ce laisse plateau de la télé, maman. quand on prend la peine de venir, moi, je n'aime pas aller vers les distractions, les diversions, parce que c'est beaucoup trop sérieux ce dont on doit parler. Et je pense que nous devons prendre conscience d'une chose, c'est que nous avons cette chance d'être sur ces plateaux et nous passons des messages et des gens nous regardent. Et en face, les gens souffrent ou bien les gens sont heureux. Moi, je vais prendre le côté de la vie chère, mais je voudrais quand même faire une petite chose.
Ben, je lui ai dit, je lui donne du respect, c'est mon père. Mais lui-même, il a dit à quoi c'est une assemblée. Mais il y était. Et il est en train de se battre pour aller encore au Sénat. À son âge, il ne peut pas trouver un jeune qui peut envoyer. Il aille se reposer. Mon père, il est temps d'aller se reposer. Il est temps d'aller se reposer parce qu'au Sénat, on n'y va pas pour rien. C'est pour ne pas aller cultiver le manioc. C'est pour qu'on vous donne par mois quelque chose. Il faut aller vous reposer à un certain âge. On laisse les jeunes prendre la place, aller à l'Assemblée et au Sénat. Même si cette Assemblée n'est pas bonne, laissez un peu les jeunes y aller pour changer les choses. Parce que vous-même, vous avez dit, déclaré sur un plateau qu'une Assemblée ne sert à rien. Donc on y va pour se moquer du peuple. Et vous étiez de ceux qui se sont moqués du peuple pendant longtemps. Je crois qu'il est temps que vous alliez vous reposer. Ne cessez de vous moquer de nous. Cessez de vous moquer de nous. Trop, c'est trop. Ce n'est pas de taper la main sur la poitrine qu'on est UPCiste. Oumyobé ne se moquait pas d'un peuple. Moi, j'ai connu Bonbon Tamagnoum, qui était un puriste, et vous le connaissez, de l'UPC, qui a fréquenté Oumyobé, qui sait qui était Oumyobé, et qui savait ce que Oumyobé défendait. Moi, ce monsieur, je l'ai côtoyé. Et quand je vous entends parler, quand je vous vois réagir, je ne revois pas Bonbon Tamandoum à travers vous, ni Oumyobé à travers vous. Donc Oumyobé ne se moquera jamais du peuple. Donc ça, c'était une parenthèse. Maintenant, pour ce qui est de la vie chère, Rosalie, c'est bien. C'est bien que tout le monde revienne retrouver le crack. Quand le crack disait développer le Cameroun par 40 mesures en agro-pastoral, on a dit c'est un petit parti, n'a rien à dire. Quand Bernard Djonga se battait, tout ça tombe très bien. Demain, c'est 2 ans. Parce qu'il a mené des combats. Aujourd'hui, il est sous terre. Et c'est maintenant qu'on réalise que ce que Bernard Djonga disait était vrai. Mais c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas prophète chez soi. On n'est pas prophète chez soi. Qu'est-ce que Bernard Djonga n'a pas dit pour qu'on n'ait pas de vie chère dans ce pays? Quelle alarme il n'a pas tiré pour dire qu'on n'ait pas de vie chère dans ce pays? Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas? On devrait être aujourd'hui dans la vie chère en ayant dans un pays un personnage comme Bernard Djonga qui s'est battu pour que d'autres pays ne meurent pas de faim. Les pays africains qu'on cite aujourd'hui, qui s'en sortent. Bernard Djonga leur a donné ses idées. Les gens les ont mises en application. Et ils sont en train de se battre pour ne pas être là. Nous qui avons une terre bénie, un pays béni des dieux, c'est nous qui parlons de vie chère. Nous parlons de vie chère pourquoi? Parce que, on n'écoute pas ceux qui peuvent dire quelque chose. Et puis, 2, un pays qui est rempli de voleurs de la République. Il faut leur dire ça. Un pays où on vole en milliards. Si on ne volait pas en milliards, on mettrait de l'argent pour augmenter les salaires normalement. Si on ne volait pas en milliards, et ils volent en milliards pour faire quoi? Aujourd'hui, regardez le ridicule. Ils sont tous nus dehors, tous déshabillés. Quel nom ils vont laisser à leurs enfants avec tous ces milliards-là? Les milliards servent à quoi si votre enfant n'a pas la fierté de dire « je suis l'enfant de tel » parce que vous lui avez laissé un nom rempli de honte. Ces milliards servent à quoi? Ces milliards auraient pu servir à faire des routes. Ces milliards auraient pu servir pour les écoles. Ces milliards auraient pu servir pour l'agriculture. Ces milliards auraient pu servir pour l'éducation. Ces milliards auraient pu servir pour la santé. Mais ces milliards vont en fumée parce que les gens veulent vivre une vie qu'ils n'ont pas. Les gens se préparent. On vous dit l'après-Biya, on prépare l'après-Biya. Vous allez vivre où avec cet argent? Rosalie, si moi j'étais chef d'État, je déclarais que d'ici 3 mois, les biens actuels là, on les bannit tous. Les gens vont, on n'a pas besoin de ces biens. Parce qu'on ne sait pas là où ils ont caché. Moi, j'ai entendu qu'on a enterré dans les sous-sols des maisons. Le président de la République, c'est moi, il sait qu'il regarde, il écoute. Qui disent que d'ici 3, maxi 6 mois, les biens qui sont en circuit, qui sont dehors là, ne servent plus à rien. Si vous voulez aller les changer, vous allez dire d'où ça vient. Et moi, je m'adresse même toujours, parce que c'est à lui, Rosalie, il t'écoute beaucoup. Hein. Il aime ton émission. Moi, je lui dis qu'il n'ait pas peur. Rosalie, quand vous dites vie chère là, qu'il n'ait pas peur, parce que je lis partout, j'entends qu'on le menace. Après, mon père a 90 ans, tu as encore peur quoi? Non, oui, puisque Honorable nous a dit qu'on coupait 5 ans. Donc, il nous a dévoilé que Kodok avait dit qu'on coupait à tout le bon 5 ans. Donc, les 90 ans là, mettons 5 en haut. Donc, moi, je reste quand même à 90, c'est le papier qui a dit. À 90 ans, mon père, on a encore peur de quoi? Ils vont même faire quoi de ces eaux? Rien. À cet âge-là, les eaux là ne servent plus à rien. Donc, mon père, là où il est là, la première des décisions, si moi, présidente, que tu me donnes ta carapace,
avant de partir, parce que l'autre jour, j'ai vu que le président allait fêter son anniversaire au village. Pendant que les gens dansaient ici en ville pour lui, il était dans son village. Mon père, avant de partir, fait aussi, ramène Aïdjo dans son village. Que lui aussi, il aille se coucher dans son village, comme toi, tu veux aller dormir dans ton village. Mon père, tu as bien vu toi-même avec ce problème de Martinez Zogo, que tous ceux qui t'entouraient ne te donnaient pas les bons renseignements. Parce que si ton service de renseignement aujourd'hui est mis en quoi? Si ton service de renseignement est étalé comme ça dehors et qu'on en doute, il y a problème. Si ta justice est étalée comme ça, c'est qu'il y a problème. J'imagine comment dans ton coin, tu dois même être triste que... Et dans tout ce monde qui m'entourait me trompait. Mon père, oui, ils t'ont trompé, mais tu as encore 2025 devant. Forme un gouvernement, prends des technocrates, 30 technocrates, tu prépares ta sortie sur les 2 ans-ci. Tu laisses le pays, tu portes ta famille, tes enfants et ta femme, tu pars ta chose, te reposer et que tu les laisses faire leurs choses. Parce que embarquer même son propre fils dans cette affaire, c'est la folie. Si on a trompé, vous allez un président pendant 40 ans, c'est l'enfant là qu'on ne va pas tromper. Ça dit qu'on dit que vie chère, on devait avoir la vie chère dans ce pays. Vous allez écouter sur l'affaire des lignes là, le nombre de milliards. Le nombre de milliards, on vous dit qu'une seule personne a combien de milliards? Le nombre de milliards, on devait avoir la vie chère. C'est que c'est même, moi je n'aime même pas venir, parce qu'on ne peut rien impacter, imposer, même si on discute toutes ces soirées. L'huile ne va plus baisser. Ceci ne va plus. Vraiment, moi, je trouve que ce sont les débats qui souvent perdent de temps. Quand moi je viens ici, moi je viens m'adresser à lui donner un peu mes petites idées que dans le lot du babada de la maman, mon père ramasse ce qui te plaît là, tu pars, tu appliques. Parce que la vie chère, on ne va rien changer dessus. Rien ne va. L'essence a déjà augmenté, donc. Et bon, vous débattez quoi? Il va encore baisser. Vous dites que pourquoi elle augmente le piment? Elle achète la graine les semences de piment où? Elle prend la voiture pour venir acheter les semences de piment à Yaoundé. Même si elle ne vient pas acheter à Yaoundé, il faut qu'elle cultive. Il faut qu'elle ait acheté la houe. La houe est faite avec le fer. Il faut que celui qui fabrique la houe, qui branche, le jour où n'ayant pitié d'eux, fait beaucoup qu'il n'y a pas les détestages, on appelle délestage. Et on peut fabriquer peut-être une houe en fer. Mais sinon, on va attendre combien de jours? Mais tout ça impacte. Donc, nos discussions pour dire que vie chère, ils s'en foutent. Parce que si ces gens ne voulaient pas qu'il y ait la vie chère, ils ne voleraient pas en milliards. Ils ne voleraient pas en milliards dans un pays. S'ils ont volé, c'est pour dire que vous allez avoir la vie chère. Nous, on va garder les milliards parce qu'on compte de génération en génération, vide aeternam. Vivre et bien manger. Mais attendez, vous allez bien manger quoi? Regardez les noms que vous avez laissés. Quel héritage vous laissez à vos enfants par les noms? Quel héritage? Quel héritage? Donc moi, je ne suis pas venu ici pour mon père. Donc mon père, pardon. Mon père, pardon. Mon père veut réagir. J'ai dit que mon père, pardon, parce que moi, je connais. Je connais où mon respect aussi. Je risque d'être violent. Ok, vas-y alors, mon père. Je vais vous dire, si on ne comprend pas, qu'on dise qu'on n'a pas compris. Okay. L'inflation existe même dans les pays où il n'y a pas autant de vols qu'au Cameroun. Si ce n'est que ça, alors ça va. Vous entendez toujours parler de l'inflation. C'est l'augmentation des prix dans tous les pays du monde. Voilà. Il y a les pays où il n'y a pas de vol comme ici, Madame Goyoro. Bon, je vais vous dire quelque chose. Mon père. Je vais vous dire quelque chose. Mon père. Je parler un peu. Mon père. Attention, mon père. Attention, mon père. Je vais me fâcher. Non, mon père, attention. Je vais dire parce que l'enfant sait respecter l'aîné. Moi, je sais. Pas que l'aîné. Je ne sais pas si je suis ton aîné. Bon, moi j'ai 62 ans. Ah, 60. Tu as même 60. Non, mon père n'a pas 60 ans. Et que mon père, tu n'as pas 60 ans. Moi, je vais vous dire quelque chose. Ah bon, mais il faut alors m'appeler maman. Je vais vous dire quelque chose. Madame, s'il vous plaît. Mais il a fait quoi? Mon père, tu vas faire quoi? Mon père, tu vas faire quoi? Honnêtement. Ouais, quelle est cette loi que tu veux faire? J'explique. Ah, voilà. J'explique pour les gens comme toi qui ne comprennent pas. Bon, ok. C'est-à-dire, je dis que Karl Marx a dit que... Laisse Karl Marx, oui, parle-nous d'où, Madame, tu ne connais pas plus que moi, donc laisse-moi parler. Okay. Par respect, tu es mon père, je te laisse. Parce que je suis Bassa, laisse. Entre Bassa, je dois te respecter. Laisse-moi parler, je connais. Même si tu ne connaissais pas, tu es mon père Bassa, je te laisse. Non, je parce connais. On ne va pas se donner. Nous ne sommes pas partis à l'école. Je vais dire une chose, c'est que... Nous sommes Bassa, je te respecte mon père. J'ai donné... S'il vous plaît, madame. Je vous dis, j'ai dit que ça à mon père. Bon,
Je suis pas Je disais donc que... Les frères Je disais donc que Rosalie, c'est que je ne suis pas d'Union Les frères de Ben Vasse. S'il vous plaît, Rosalie, je disais donc que Karl Marx a dit que l'Assemblée nationale ne permet pas de libérer un peuple, mais ça permet de connaître le niveau d'abrutissement de ce peuple. Voilà. Je n'ai pas insulté un peuple, madame. Ça veut dire que j'explique ce que le type a dit. Vous avez cité Karl Marx. J'ai cité Karl Marx, voilà. Madame. Si vous ne comprenez pas, j'ai cité. C'est une forme d'expression, mon père. Bon, moi je pense Et c'est pour ma une part. façon de dire votre pensée en citant quelqu'un Non, monsieur. que vous soutenez. Je dis une expression que quelqu'un a dite. Qui me- Une expression que vous soutenez. S'il vous plaît. Donc je pense pour ma part que le Sénat, on l'appelle la chambre haute, madame. La chambre haute pour contrôler La chambre de basse. retraite. On appelle ça la chambre de retraite au Cameroun. Madame, Les retraités de la ne République. m'obligez pas à dire ce que je pense. Mais pensez ce que vous Donc, dites. donc je pense pour ma part que lorsque nous arrivons ici, si vous pensez que la hausse des prix, que la vie chère est ici parce que les gens ont volé, c'est faux. Il y a la hausse des prix parce qu'on a mal géré ceci. Il y a la hausse des prix parce qu'on a mal géré ceci. Dans la gestion, il n'y a Mais pas le mot vol dans dedans. d'autres pays où il n'y a pas le vol comme le Cameroun, il y a voilà. ce qu'on appelle l'inflation, Mais madame. mon père, le vol est une bonne gestion, une mauvaise gestion. L'inflation existe même dans les pays où on ne vole pas comme ici, au Cameroun. Donc, moi, je pense Non, mais pour ma ici, part, on vole alors. on ne quand peut même. pas dire que, parce qu'on a beaucoup volé au Cameroun, qu'il y a la hausse des prix. Maintenant qu'il y a la hausse des prix Je et pense qu'il y a pour la ma vie part, chère, qu'il faut vous parlerez faire. à votre tour, monsieur. Donc, Je suis pense que- avec vous, honorable. Bon, on va je pense- causer un tout ouais, petit peu, je- vous et moi. Je reste avec vous sur l'idée que même si les gens ont volé au Cameroun, ailleurs, même quand on ne vole pas, il y a l'inflation. Est-ce que le fait également d'avoir beaucoup volé n'aide pas à ce qu'on ait une situation un peu plus pire quand même que celle de ceux-là où on ne vole pas? Parce qu'ailleurs, il y a inflation, mais ils ne sont pas étouffés. Nous, on est étranglés radicalement. Est-ce que si l'argent qui a été détourné avait été utilisé à bon escient, ça n'aurait pas limité les dégâts quand même de cette inflation que nous vivons au Cameroun? Avant que les gens ne volent, le prix, le SMIC était à combien au Cameroun? 26 000. Bon, avant que ces gens la volent, le SMIC était à 40 Donc, 000 vous commencez francs. à voler quand À même. 45 000. Oh, ça- Donc je pense pour ma part que le vol n'a pas de rapport avec la vie chère. Nous avons la vie chère parce que Donc le vol là n'a pas d'impact. minime. Minime. Le Dans ce vol, cas, volons tous alors et restons tranquilles. mais ce que je demande, Merci, Rosalie. c'est qu'on augmente. Merci Rosalie. Ce que je demande, Rosalie, j'ai envie de m'endormir sur le plateau. Oui, permettez que je cause avec l'honorable quelques minutes, s'il vous plaît. Allez-y, honorable. moi je pense pour ma part Oui. que dans les pays où on n'a pas autant de milliards que les gens ont volé, il y a l'inflation, n'est-ce pas? Oui, il y en a. Il y en a. Donc ce n'est pas parce qu'on a beaucoup volé ici qu'il y a l'inflation. Donc le vol n'a pas d'impact Sur l'inflation, non. sur la vie des Camerounais, sur notre vie chère. Le vol n'a pas d'impact. Le vol a l'impact. Mais on ne peut pas s'appuyer seulement sur le vol. Bon, l'expression seulement est importante. Ah, que ce d'accord. n'est pas que le vol. Parce que j'ai cru que vous étiez en train de dire qu'on peut voler, on dort tranquille, il n'y a pas de problème. C'est ça qui a failli m'inquiéter. Quand vous rajoutez seulement, là je suppose qu'au vol, on peut ajouter le fait que l'inflation soit sur le plan économique quelque chose de normal. Exactement. D'accord. On se comprend mieux. Qu'est-ce que vous vouliez rajouter? Oui, Parce qu'on va Rosalie, sortir. oui, parce que je disais, j'ai envie de m'endormir sur le plateau parce que le développement que notre papa est en train de faire là, et le prenant au mot sur les paroles qu'il a citées lui-même, ça nous inquiète davantage parce qu'il est en train de nous dévoiler comment est-ce que ce haut lieu d'administration de notre République fonctionne. Et une fois de plus, c'est le lieu de demander à tous nos papas, vraiment, vous êtes arrivés aux affaires aux âges de 20 ans, 30 ans, aujourd'hui vous voulez y demeurer aux âges de 70, 80, 90, laissez aussi vos enfants. Monsieur, Passez la main à vos enfants et laissez à vos enfants un Cameroun qui puisse être gérable. Est-ce que ce pays est encore la locomotive de l'Afrique centrale? La locomotive de l'Afrique centrale qui a le SMIC le plus bas et
pays d'y être la locomotive centrale, les pays qui sont plus pauvres que nous. Parce que si nous sommes locomotives, ça veut dire que nous sommes plus riches et les autres sont plus pauvres. Et les pays qui sont plus pauvres que nous ont des salaires minimum plus grands et notre pays est amené là à se débattre pour avoir un minimum de 60 000. Et vous nous dites qu'on doit vous envoyer au Sénat pour aller continuer à applaudir, dormir pendant qu'on fait des longs discours et que notre pays n'attendait rien de vous. Et bien quand vous allez tout le temps au Sénat, pendant ce temps-là, vraiment, laissez aussi la place à vos enfants. Lorsque le chef de l'État, M. Paul Biya, mon père, qui a 90 ans aujourd'hui, montait aux affaires en 1982, moi j'étais encore le cours moyen de 6e. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans déjà. À quel moment est-ce que moi je vais vous donner ma hargne et ma vigueur à cette nation que j'aime tant et qui m'a donné et que je veux contribuer de tout mon effort à bâtir pour mes enfants que je vais laisser? À quel moment? Parce que vous parlez fort. Ce n'est pas une question de force, c'est une question d'argument. Ce n'est pas une question de force, c'est une question d'argument. Quand on vous entend parler depuis un moment là, entre les masques qui sont venus faire sur ce plateau, il y a des gens qui nous écoutent, la nation nous écoute, l'international nous écoute. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici sur ce plateau? Les Camerounais meurent de faim, ils meurent dans les hôpitaux. Aujourd'hui, même pour demander le travail, l'enfant doit dépenser un dossier de 50 000 francs pour aller demander l'emploi. Vous donnez l'emploi gratuitement, on vous payait pendant que vous alliez à l'école. Oui, pendant que j'étais encore élève, nos grands frères qui étaient à l'université étaient payés pour aller à l'université, pour fréquenter, et c'était gratuit. Tout est à l'envers. C'est vrai que vous avez une voix qui sort. Tout est à l'envers. Alors là que vous ne pouvez plus, passez la main à ceux qui peuvent. Tais-toi, là que vous ne pouvez plus, donnons la place à vos enfants. Parce que là, vous êtes en train de nous dire que même votre fils à la maison n'a pas le droit à la parole devant vous. Parce que vous allez le gronder, vous allez dire que je vais le fâcher, et si tu continues à parler, je vais faire quelque chose, je vais dire ce que je pense. Madame a dit, pensez ce que vous dites. Monsieur, écoutez alors que je vous dis quelque chose. Moi, je n'ai jamais travaillé au Cameroun. Alors, et tu veux dire le Cameroun? Je n'ai jamais travaillé au Cameroun. Tu n'as jamais travaillé au Cameroun. Et tu veux dire quel Cameroun? Tu vas aller dans quel Sénat? Tu veux conduire quel peuple que tu ne connais pas? Quel peuple avec lequel tu ne vis pas? Tu ne vis pas au Cameroun, tu ne connais pas le peuple. Tu ne connais pas les affaires de la nation. Et tu veux conduire quelle nation? Tu veux conduire quel peuple? Il faut arrêter de reposer, mon père. Le fait de gronder comme ça, tu as fait quoi? C'est ma voix. C'est ta voix. Et le Seigneur me l'a donné pour parler à son peuple. Ton Seigneur. Je suis révérend. Bon, je suis vice-président national des APE. Je suis syndicaliste. Je suis jamais de multiples casquettes. Et la vie va s'arrêter. Mais toutes ces casquettes-là visent une seule chose. Le bien-être de l'homme. Oui, je donnerai ma vie comme Martinez Zogo pour le bien-être de mes concitoyens. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, j'ai fait mes études hors du Cameroun. Monsieur, je suis venu ici pour travailler. Je n'ai même pas eu le travail pour lequel je suis venu. Nous, on travaille au Cameroun. Monsieur, j'ai fait. On a fait nos études au Cameroun. Nous sommes nés au Cameroun. Le Cameroun nous a formés. On a fait nos études au Cameroun. On travaille au Cameroun. Et nous voulons donner au Cameroun ce qu'il nous a donné. Monsieur, je n'ai jamais bénéficié de la bourse du Cameroun. Mais j'ai travaillé ailleurs et je suis venu ici. Monsieur, c'est une maison pour aller dormir. Pour aller dormir et applaudir. C'est une maison pour aller démontrer combien les Camerounais sont abrutis. Parce que la représentation nationale est l'image de l'aboutissement du peuple camerounais. Donc lorsque nous regardons la représentation nationale et nous voyons qu'ils sont incapables de discuter des lois, de les commenter, de les refaire, de refuser la loi des finances de 2023 qui vient écraser tout le monde, c'est l'image de ce que notre peuple est. Notre représentation nationale nous représente, donc nous sommes un peuple abruti. C'est ce que vous avez dit devant la nation. Tu sais, tu fais de ça devient dit. C'est ce que vous avez dit devant la nation. Et le peuple vous écoute. Et vous demandez les votes, vous ne serez pas élu. Écoute-moi alors. Vous ne serez pas élu. Aucun Camerounais va vous donner savoir. Parce que vous n'êtes pas digne. Monsieur, je suis digne. J'ai été élu. Parce que les gens ont su que vous étiez à ce moment-là. Vous avez déjà été élu. Dans ce Cameroun que vous avez fait à votre façon et que nous pleurons aujourd'hui. Ce Cameroun que vous avez fait à votre façon, où vous êtes parti vous asseoir à l'Assemblée nationale pour applaudir et pour ne rien faire, pour prendre les millions, les manger et conduire les bonnes voitures et venir s'asseoir ici dire que tout le monde doit aller cultiver le piment. Bah donc toi tu es révérend. C'est mon rôle. C'est mon rôle de parler. C'est mon rôle de parler. Et je parle. Et j'éduque la population. Et je conduis le peuple de Dieu. C'est mon devoir. C'est mon devoir d'éclairer le peuple. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Et lorsqu'il raconte les ténèbres comme vous, les ténèbres s'effacent. Ah ouais. Les ténèbres. Regarde-moi ça. C'est comme ça qu'on t'a appris de parler dans un plateau de télévision. Je le fais tous les jours. Je ne suis pas mon premier plateau. Je ne suis pas mon premier plateau.
On ne vient pas perdre du temps ici quand même. On abandonne nos activités. On vient parler à des citoyens qui ont besoin de nous écouter pour qu'on puisse également les éclairer. Le monde entier nous écoute pour comprendre de ce que nous parlons de notre pays. Nous voulons tous que notre pays marche. Nous voulons tous que notre pays soit beau parce qu'il est effectivement beau. Nous voulons tous que notre pays soit bien gouverné parce qu'il en est digne et il le mérite. Et nous voulons, comme mon père l'a toujours dit, quel Cameroun laisserez-vous pour vos enfants? Nous voulons que nos enfants puissent avoir un pays qui est viable et où tout le monde peut vivre, où chacun peut s'exprimer, où chacun peut avoir son gagne-pain et où on peut se tenir la main dans la main et marcher ensemble. Quelqu'un disait encore ici, pour ne pas le nommer, le professeur Bononzana, qui disait qu'il n'y a pas un problème de vivre ensemble au Cameroun, mais il y a un problème de manger ensemble. Vous avez trop mangé et la boulimie n'est pas bonne. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce lundi. Un lundi qui a démarré chaud. Honorable, je pense qu'on va s'arrêter. Je voudrais qu'on s'arrête, Rosalie. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Moi, je suis venu ici pour essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées. Bien entendu, bien entendu. Je ne suis pas venu ici pour m'affronter avec ce n'est déjà pas vos habitudes. Je ne connais pas m'affronter. Mais je voudrais dire à ces messieurs, dames, que moi, seulement, j'ai fait mes études ailleurs. Ouais. Et je suis venu ici, j'ai aidé. Je n'ai jamais volé. J'ai aidé, mais je n'ai jamais travaillé ici. Je n'ai pas bénéficié d'une bourse quelconque. Je connais les gens qui sont des révérends, qui ont volé. Je n'ai jamais volé. J'ai travaillé, j'étais chef de service du crédit dans une grande banque en France. J'ai fait mes études à l'Institut des techniques bancaires de Paris. Je ne suis pas un inculte. Donc je connais de quoi je parle. Quand je viens ici, je sais de quoi je parle. Bien entendu. Je ne suis pas avocat, mais j'aide les gens. Je vais à l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale, monsieur, si on ne vous a pas dit, je défendais l'Assemblée nationale et je défendais le peuple camerounais. D'ailleurs, vous en avez. C'est pour ça que j'ai été victime à l'Assemblée nationale, si vous ne le saviez pas. Je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit. C'est grâce à moi qu'on ne fait plus le vote autorisé, le vote forcé, pardon. C'est à cause de moi, c'est grâce à moi. Donc je ne suis pas un voleur. Mes enfants ont fait des études normales, sans voler. Je n'ai jamais volé, monsieur. Je ne suis pas pasteur ou révérend, je ne sais pas quoi. Donc je vous respecte par vos fonctions, mais respectez-moi. Vous avez compris? Je ne parle pas fort, mais je sais parler fort. Voilà, je crois que merci à vous trois. Non, Madame Yogo, vous n'avez rien à ajouter. Je voulais juste dire que Rosalie, vous savez, on est venu parler un peu de Martinez Zogo parce qu'on va se perdre un peu. Mais vous comprenez donc, sur ce plateau, ce qui se passe, c'est ce que le commissaire de la République veut. Le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement dit que complément d'enquête. Donc, sur ce plateau, si on n'était pas arrivé à vie chère, agonie des Camerounais, on n'aurait pas entendu beaucoup de choses. Mon commissaire du gouvernement, prenez encore les compléments d'enquête, prenez encore le temps. Il y a beaucoup de gens qui vont se renverser avant la fin des compléments d'enquête. Félicitations, vous avez mon soutien. Travaillez, le pays vous regarde. Merci à vous trois d'avoir été là ce soir. On rappelle que c'est clair que l'affaire Martinez-Zogo restera une préoccupation pour nous. On l'a dit depuis le début. On va poursuivre ce combat jusqu'au bout. Il s'agit d'avoir la vérité. Dommage qu'il n'y ait pas ta bouteille, révérend, pour respirer un grand coup. Vous en avez besoin. Hein, parce que là, je pense que l'honorable a réussi à vous sortir de vos gongs ce soir et à déclencher un rouleau de soutien. Je crois que si vous aviez un parti politique, c'est ce soir que vous auriez eu les militants. Merci, merci. Non, on m'a dit quoi sur les militants? Ah, il y a vos candidats également. En tout cas, je vous rencontre tous à la fin de l'émission et ceux de l'honorable. Merci à Ben Valls, merci à mon bébé Célestin Tomo, merci à Marcel Ngono qui a assuré le make-up encore ce soir. Je rappelle aux téléspectateurs que nos programmes très alléchants se poursuivent. Tout à l'heure à 19h, Herminie Louga s'installe pour vous livrer la quintessence de l'information en langue de Shakespeare. Et bien
bien sûr, à 20h, ce sera Karine Biha qui aura la lourde responsabilité de vous livrer la version française de ces informations sur Info Télévision. On démarre la semaine. Moi, je serai là demain lorsqu'il sera 17h pour un autre numéro de votre émission Le Grand Soir. D'autres thématiques, un autre plateau, simplement pour vous servir. Ne bougez surtout pas. C'est ici que ça se passe.